des grosses quiz. Ça change, hein? Bah oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie et du fitness fonctionnel français. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Raphaël, coach et diététicien passionné aussi connu notamment pour être l'un des créateurs du podcast L'Atelier Fit. Raphaël est un technicien qui ne manque pas de curiosité ni de connaissances, donc je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec lui et de profiter de son retour d'expérience. Dans cet épisode, nous parlerons essentiellement de programmation et de planification, d'abord dans le cadre d'une pratique dans une box, puis dans le cas des programmes individualisés ou que vous pouvez suivre en autonomie. Bref, vaste sujet en perspective. Let's go. Bon, salut Raphaël, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur ce nouvel épisode dédié à la planification et à la programmation. Merci d'avoir accepté. Bah écoute, ravi d'être là. Et pour commencer, je vais te poser ma question la plus fréquente. Est-ce que tu peux te présenter ? C'est la question facile, réponse compliquée. Voilà, on démarre gentiment. Est-ce que je peux me présenter ? Je m'appelle Raphaël, je suis coach sportif, je suis diététicien et je suis aujourd'hui spécialisé, bien grand mot, dans le suivi individuel. Donc je m'occupe pas mal d'athlètes en suivi individuel, donc en programmation perso, en suivi nutritionnel et tout ce qui va autour. Et à côté de ça, je coach aussi en CrossFit, de nombreuses heures dans la semaine, je programme dans les box où je travaille avec des groupes compétiteurs, des athlètes très modestes qui viennent d'arriver, et un peu tous les profils qu'on peut retrouver en CrossFit. Voilà. Ok, ça me conforte dans l'idée que tu seras l'interlocuteur idéal pour donc les deux sujets en gros qu'on a gardés pour aujourd'hui, puisque ce sera effectivement un prisme un petit peu différent. Mais bon, j'en dis pas plus tout de suite, on verra ça après. D'abord, dans les généralités, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre programmation et planification déjà ? Oui, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin, on s'en fiche un peu, c'est la terminologie, d'accord ? Maintenant, si on veut faire une différence un peu précise entre les deux, la planification, c'est ce qui revient à avoir un plan, d'accord ? C'est tout bête. C'est regarder une année, regarder le calendrier compétitif, regarder là où il y a des vacances, là où tu veux être en forme à telle ou telle échéance, etc. Et avoir un plan autour de ça. Donc, une année, ça se découpe en différentes phases cohérentes autour des compétitions. Okay. La programmation, elle, c'est, pour moi, beaucoup plus précis. C'est concrètement, une fois que tu as cette année globale qui se réduit à des mois, qui se réduit à des semaines, qui à la fin se réduit à des journées, c'est dans ta journée et dans ton entraînement comment organiser logiquement tes exercices, lesquels choisir, quel temps sous tension, quel nombre de séries, quel repos, quel rep, etc., etc. Ça, c'est la programmation. D'accord, on pourrait presque mettre la programmation dans la planification au final. Si on veut être cohérent, la planification vient avant la programmation, bien sûr. D'accord, ok. Et donc du coup, je vais te demander, si tu veux bien, de nous expliquer un peu quels sont les grands principes de la programmation sous CrossFit. Donc, pour ceux qui ont passé le Level 1, c'est quelque chose auquel on est bien averti, entre guillemets, puisque c'est un des fondamentaux. Je rappelle d'ailleurs que le Level 1, il est téléchargeable librement sur Internet, donc n'hésitez pas par curiosité à y jeter un coup d'œil, c'est toujours très intéressant. Et je te laisse nous expliquer ça. Alors, je vais l'expliquer avec mes mots, mais déjà pour commencer, je pense qu'il y a des gens qui représenteraient ça, expliqueraient ça bien mieux que moi. Je fais pas du tout partie du séminaire staff CrossFit ou autre, donc je vais sûrement me faire reprendre, mais je vais essayer de dire ça comme je peux. Déjà, j'estime que si tu me demandes ça, c'est que tu me parles de la programmation CrossFit dans les box. On est d'accord. On ne parle pas de programmation compétitive. Oui, tout à fait. De la programmation, on va dire, grand public, les basiques justement qu'on retrouve dans le Level 1 et que, à la limite, si j'avais accès qu'à un garage gym, ce sur quoi je pourrais m'appuyer si je devais concevoir moi-même mes petits WOD à la maison, par exemple. Yes. Alors, dans les grandes lignes, il y a 3 grandes modalités en CrossFit. Le cardio, donc tout ce qui est cardio, ça va être cyclique, ça va être corde à sauter, course à pied, rameur, vélo, piscine, et j'en passe. Tout ce qui est gymnique, donc ça c'est bouger sur le poids de corps dans l'espace d'un point A à un point B, ça peut être un air squat, ça peut être une pompe, ça peut être un saut, ou des mouvements beaucoup plus complexes comme marcher sur les mains, faire des tractions, etc. Et tout ce qui va être
haltérophilie, weightlifting. Donc ça, c'est déplacer un objet dans l'espace. Ok, ça peut être un objet très léger, une medball, un truc comme ça, et ça peut être une barre très lourde. L'idée en CrossFit, c'est de jouer sur ces 3 modalités et de créer, de par ces 3 modalités, des entraînements tout le temps variés. Okay, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on conseille un jour à une modalité, un jour à 2 modalités, un jour à 3 modalités pour revenir à une modalité. Ce qui fait qu'on aura une variation dans les stimulus. Et avec ça, et autour de ça, on va jouer sur les durées d'effort, le nombre de reps, etc. Donc il y aura des jours où des efforts seront très courts, très intenses, des jours où des efforts seront beaucoup plus longs, des jours où il y aura des intervalles. Et en fin de compte, le but d'une programmation CrossFit, c'est qu'elle soit complètement variée, non spécialisée, et qu'elle vous fasse explorer toutes les limitations physiques. Voilà. D'accord. Bah, écoute, c'est bien résumé. Moi, je trouve ça très clair. En tout cas, c'est accessible, donc c'est vraiment l'essentiel. Je rentre un petit peu dans le vif du sujet. Ouais, je Ok, sais, c'est la bon, j'ai eu pression. celle-là. Je rentre un peu dans le vif du sujet sur la suite. L'idée, c'est de scinder un petit peu du coup l'épisode pour le coup en parlant dans un premier temps de ce qui se passe quand on programme ou quand on planifie, disons dans le cadre d'une salle, c'est-à-dire quand je suis owner ou coach dans une salle et que j'ai cette responsabilité. Ouais. Puis après, on parlera du cas particulier des compétiteurs et donc là qui n'ont pas forcément les mêmes besoins et bon voilà, on reviendra un petit peu là-dessus. Yes. Du coup, déjà, pour introduire tout ça, pour toi, où se trouvent les principales différences entre la programmation des compétiteurs et la programmation pour ce que moi j'appelle monsieur, madame, tout le monde? Alors, réponse longue. Réponse courte, les monsieur et madame tout le monde, comme on dit, s'entraînent pour être en bonne santé. Les compétiteurs s'entraînent pour performer. Bon, alors déjà, il faudrait peut-être définir un peu compétiteur, parce que compétiteur, il y a une grosse marge entre Willy George, Matt Fraser et Rich Froning, et Jean-Michel Poitou qui va faire les Nemours Rodin dans Scaled. D'accord, c'est pas la même chose. Et je m'inclus dedans, hein. C'est voilà, tous des petites compétitions et tout, c'est pas pour autant qu'on est athlète de haut niveau. Donc faut un peu distinguer ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment ou un autre, oui, des compétiteurs plus modestes vont s'entraîner pour performer. Ça ne devrait, à mon sens, pas être au détriment de leur santé s'ils gagnent pas leur vie avec ça et qu'ils ont d'autres choses à côté dans la vie. Bon, ça, c'est juste mon point de vue. Maintenant, ce qui va différencier les deux, ça va être souvent le volume d'entraînement, souvent les spécificités d'un travail compétiteur pour à un moment répliquer des stimulus qu'on va retrouver en compétition, ce qui n'est pas utile aux personnes qui sont en bonne santé. Et encore une fois, c'est surtout l'intention derrière tout ça. C'est-à-dire à partir du moment où tu t'entraînes pour performer, notamment à très bon niveau, ça va être forcément légèrement au détriment de ta santé. Alors je suis pas en train de dire que tu vas mourir ou que tu t'abîmes, je suis en train de dire que ta santé c'est devenu un soutien pour performer en compétition, mais ce n'est plus la raison pour laquelle tu t'entraînes, et c'est deux choses radicalement différentes. Des exemples, il y en a 1000, un exemple hyper concret qu'on pourrait prendre, un parmi d'autres, ça serait par exemple l'utilisation du travail lactique. Okay, donc le travail lactique, ça va être des efforts maximaux ou presque maximaux, très 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 intenses. Ça, c'est indispensable aux compétiteurs en CrossFit, parce que c'est ce qu'ils vont retrouver en compétition. Il y a un moment, si tu t'es pas entraîné à répondre à ces stimulus, ça va être très compliqué. Tu vas faire dernier, tout simplement. Maintenant, quelqu'un qui vise juste à être en bonne santé, il n'a pas besoin de travail lactique sur une base quotidienne. Est-ce que, une fois de temps en temps, il peut se mettre une cartouche et que ce soit cool? Ouais, bien sûr. Je sais plus, l'autre jour, j'ai lu un post que j'avais reposté d'ailleurs qui disait ça mieux que moi. Il disait en gros, voilà, c'est en anglais, mais en gros, les grosses cartouches, c'est comme la junk food. C'est-à-dire, oui, tu peux en prendre une fois de temps en temps, oui, c'est cool, mais si tu le fais sur une base quotidienne, ça va pas t'aider. Bah là, c'est un peu pareil. C'est, oui, une fois de temps en temps, bien sûr, amuse-toi avec tes potes, fais meurtre, tu vas pas mourir, y a pas de souci. Maintenant, ça ne devrait pas être ton quotidien, tu n'en as fondamentalement pas besoin pour être en bonne santé. Donc c'est encore une fois, moi, la différence entre les deux, elle se résume dans le pourquoi on s'entraîne, tout simplement. Ouais, pour le coup, je suis très en phase avec cette notion d'évaluer par la santé, qui est un très bon critère, puisque souvent on va évaluer par le niveau plus que par la santé, justement. Ouais. Sauf que parfois, en termes d'auto-évaluation, hein, donc je dis quand on n'est pas forcément aidé par un coach, évaluer son propre niveau, c'est pas facile, quoi.
Et je trouve que c'est difficile de se dire est-ce que j'ai objectivement le niveau pour faire de la compétition à bon niveau, et donc du coup quel genre de prog ou quel genre d'entraînement je devrais suivre pour est-ce que je vais faire de la compète locale pour le plaisir, ou est-ce qu'effectivement moi je veux faire les French, et même si on est sur 2 compétitions françaises, on n'est pas exactement dans le même délire, quoi. Donc c'est difficile, je trouve, de savoir quand est-ce que je suis prêt à faire de la compète, ou quand est-ce que je peux me lancer, même si je suis pas hyper prêt au moment où je le fais, justement. C'est pas, je trouve que la frontière est mince, et je trouve que les box, elles sont remplies de personnes qui, à leurs yeux, font de la compétition, alors que voilà, on sait que en réalité c'est pas trop ça, ou ils ont pas l'hygiène de vie ou la planif qui va avec, et ça mène sur plein de dérives, quoi. Il y a un truc qu'on peut pas enlever au CrossFit et qui est génial, c'est que quelqu'un qui l'a depuis 2 semaines, qui a envie, parce que je pense que ça part avant tout d'une envie en fait, qui a envie de faire de la compétition, alors forcément on ne voit pas, mais je mets des guillemets dans la compétition, hein, qui a envie de faire une compétition ne serait-ce que locale, ne serait-ce que entre sa box ou au sein de sa box, il peut le faire. Donc c'est un truc qu'on n'enlèvera pas au CrossFit, c'est qu'on peut placer des gens qui n'auraient probablement dans d'autres sports jamais fait de trucs un peu compétitifs dans un contexte compétitif. Et ça peut apporter de super choses. On va pas rentrer là-dedans, mais psychologiquement, etc., il se passe beaucoup de choses pour quelqu'un qui, un jour de sa vie, fait quelque chose où il doit battre les autres. Ou en tout cas pas perdre. Ça peut être génial et ça peut débloquer des choses chez beaucoup de gens. Bon, le revers de la médaille, c'est que ça peut créer d'autres soucis comment dire, d'implication et tout. Mais c'est quand même quelque chose qui est génial en CrossFit. C'est-à-dire qu'à tout moment, cette méthode de préparation physique peut devenir un sport. Ok ? Et ça, c'est trop cool. Ça, c'est trop cool. Maintenant, je pense que c'est aussi le travail du coach de parfois mettre un peu le pied au frein et d'expliquer à la personne, un, ce que ça coûte, et deux, lui faire comprendre est-ce que c'est vraiment ce qu'elle a envie de faire et à quel niveau. Parce qu'on en connaît tous des gens qui sont là depuis 6 mois et qui comprennent pas à quel point c'est long de se développer en tant qu'athlète. Et ça, c'est le travail du coach de l'accompagner dessus, tout simplement. C'est lui l'expert. Hein. Ah, c'est vraiment très compliqué, moi, je trouve, parce que pour en avoir déjà discuté avec d'autres coachs et d'autres entraîneurs, c'est une nouvelle problématique, je trouve, parce que précédemment, quelle que soit l'activité ou le sport dans lequel tu étais, qui sont des sports fédéraux, il y a des systèmes de qualification. En règle générale, ça dépend des sports, mais tu commences en départemental, puis en régional, puis en interrégional. Bref, tu passes des paliers qui te permettent d'accéder à des compétitions. Mais jamais de la vie, tu te dis, bon, bah voilà, moi je les squeeze, et puis cette année, je vais m'inscrire au championnat de France parce que bah, j'ai envie d'y aller, quoi. Donc forcément, il y a aussi tout un processus physique et mental qui est associé à ce parcours de progression entre tes premières compétitions. Et je pense que c'est vraiment une combinaison entre, faut que la personne se rende compte, et parfois il y a des gens qui se cassent un peu les dents, et c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage. Et je pense aussi, encore une fois, vraiment que c'est le travail du coach, ça. C'est le travail du coach de parfois ne pas être un ami, je pense qu'on va en reparler, mais de ne pas être un ami, en fait, mais d'être un coach et un leader, et de savoir dire à ses athlètes, ça, non, tu n'y vas pas, tu n'es pas prêt, tu vas d'abord devoir faire ça, ça, ça. Et juste faire comprendre ce que ça coûte. Et souvent, moi je parle de ça parce que, voilà, c'est ce que je fais beaucoup avec mes athlètes en suivi individuel, pour préciser que c'est pas du tout tous des crossfitters. J'ai un peu de tout dans l'histoire. Il y a des gens qui se remettent au sport, il y a des boxeurs, il y a des rugbyman, voilà, et il y a des crossfitters. Et il y a des crossfitters qui veulent se mettre à des compétitions assez sérieuses. Et ce que je fais, plutôt que d'expliquer non, tu ne feras pas ça, ce qui est jamais reçu en fait, c'est normal qui recevrait ça, c'est juste de dire ok, cool, ça coûte ça. Et juste j'expose. Ça coûte que tu aies un snatch à temps à telle date, ça coûte que tu fasses tel temps au rameur, ça coûte que tu t'entraînes comme ça, comme ça, comme ça, tel jour, ça coûte, etc. Et souvent, juste en les mettant face à ces réalités, ça coûte que tu dormes 8 heures par nuit avec au moins 2 heures avant minuit, ça coûte, etc. Quand on les met face à ces réalités-là, rien que ça, ils comprennent que c'est un sacrifice qu'ils sont pas prêts à faire là tout de suite, ou que c'est plus dur que ce qu'ils pensaient, et souvent ils s'autorégulent tout seuls en fait. Et c'est cool parce que toi t'as pas le rôle du grand méchant, t'as juste exposé ce que ça coûtait, et par eux-mêmes, ils vont se dire bon ok, je m'étais peut-être pas rendu compte, et là tout de suite c'est peut-être pas ce dont j'ai envie en fait. Bah écoute, je suis trop contente de parler avec toi. Non, mais c'est vrai. 3 sur 3. Yes. Non, mais je trouve que c'est une posture qui est très juste, tu vois, parce que moi, je m'entraîne aussi à titre perso depuis un moment, et j'ai croisé la route de toutes sortes de coachs. Après, encore une fois, c'est très subjectif, puisque certaines personnes sont réceptives à certains discours et pas d'autres. Moi, je sais que j'ai eu aussi l'occasion d'être coachée par des gens qui étaient très investis émotionnellement aussi
dans leur pratique. Et j'ai été coachée notamment par mon conjoint pendant un temps. Et je dois dire qu'on a eu un gros temps difficile d'adaptation l'un à l'autre pour se dire... J'ai un respect pour vous deux immense. Je trouve ça non, mais impossible. attention, hein. Alors, nous, on a réussi, mais alors je peux pas te dire que ça a été rapide. Ce qui a fonctionné, c'est qu'il y a eu un gros moment où on a fini par se dire les choses et se dire, moi, à l'entraînement, je veux que tu me parles, que tu m'engueules ou autre, hein, d'ailleurs, c'est pas forcément négatif, de la façon la plus juste possible et comme tu le ferais avec n'importe qui d'autre. Ce qui déjà est un exercice, hein. Mais par contre, quand on est en compétition, surtout en haltéro où il y a beaucoup de stress, où c'est important pour le coach de savoir de quoi son athlète est capable et qu'est-ce qui va le tétaniser, le paralyser, à quel moment il peut choisir vraiment de le stimuler et à quel moment s'il lui gueule dessus, l'athlète va fondre, quoi, tu vois. Bien sûr. Et donc du coup, à l'inverse, en compétition, je lui avais dit, moi, je veux pas avoir de stress sur ton visage parce que si je vois que toi, t'es inquiet, moi, je suis inquiète. Et si moi, je suis inquiète, je rate mes barres. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Alors qu'à l'inverse, si toi t'es conquérante, t'as confiance en la programmation et dans le parcours qu'on vient de faire ces derniers mois, tu sais que je suis prête. Bon bah déjà moi je suis transcendée un petit peu. Et puis j'ai l'impression qu'on arrive en char d'assaut, quoi. Tu vois, je me dis putain tout est rodé, l'entraînement c'est bon, le moral c'est bon, je sais pourquoi je suis là, je sais de quoi je suis capable. Au final pas peu importe le résultat, mais j'ai toutes les clés en main et du coup il y a zéro regret une fois que c'est terminé. Par contre, j'ai eu le cas aussi avec des entraîneurs qui étaient très impliqués émotionnellement, mais qui n'étaient pas des gens avec qui je rentrais le soir et que je me posais dans le canapé pour débriefer de certains points de difficulté, au contraire, partager des bons moments. Et je trouve qu'un entraîneur un petit peu comme ça, externe au cercle familial, qui est trop dans l'émotion, ça peut être difficile, quoi, parce que tu vois, tu n'arrives plus à prendre les bonnes décisions. Ou en tant qu'athlète, tu sais plus trop comment te situer parce que presque inconsciemment, tu manipules un petit peu l'autre, tu vois. Et là, on arrive un peu dans les psychos de comptoir, peut-être, mais je trouve que la distance, elle est importante. Bon, moi, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait avec mon conjoint parce que y avait une réalité de terrain aussi. Mais je trouve que c'est pas facile. Et je trouve qu'il faut forcément avoir une distance émotionnelle pour être capable de dire à la personne, voilà, ça va coûter autant, c'est comme si c'est comme ça, t'es prêt, t'es pas prêt. Mais par contre, voilà, s'il sait que la personne en face de lui, elle dit, bah, j'accepte tous ces sacrifices, je pars là-dedans, bon, bah là, tu sais que tu peux partir vraiment sur des gros objectifs et ça peut être cool, quoi. Mais c'est marrant parce que, en fait, la limite est hyper fine entre un coach, c'est pas un expert, c'est pas un médecin, c'est un coach, c'est un humain, ok. Et c'est aussi une identité. C'est-à-dire qu'à un moment, on choisit aussi ses coachs pour la personne qu'ils sont, et il y en a avec qui ça fonctionnera pas. Ceci dit, un coach, pour moi, c'est pas non plus c'est pas un instructeur. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui dit bon avec moi ça fonctionne comme ci, comme ci, comme ça, il y a une limite à droite, une limite à gauche et tu dois filer droit. Ça, c'est un boulot d'instructeur. Un coach, c'est quelqu'un qui va savoir s'adapter et qui va savoir modifier le ton de son message pour faire passer des informations. Ok, ça c'est un vrai coach. D'accord? Parce que tu vas forcément jouer avec des profils qui sont radicalement différents. Mais voilà, faut trouver cette espèce d'entre-deux où tu sais t'adapter et être un petit peu comme de l'eau avec chaque personne, et en même temps, en ayant ton identité et ta personnalité propre qui fait de toi ce que t'es. Okay, parce qu'il y a un moment, c'est le naturel, il revient au galop. Ceci dit, ce boulot de coaching, encore une fois, il passe quand même par le fait de comprendre qu'on n'est pas des amis, on n'est pas les amis de nos athlètes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas devenir ami avec des athlètes, mais il y en a avec qui c'est de vrais liens. Il y en a qui étaient des amis avant, il y en a qui sont devenus des amis, vraiment des amis. Mais c'est avec ces personnes-là, je sais qu'il y a des moments, je suis obligé de mettre ma casquette de coach, dire ça oui, ça non, et qu'ils ont ce respect suffisant pour le recevoir et savoir que, ah ok, là Raph il a mis sa casquette de coach, s'il me dit ça, c'est le coach qui dit ça à son athlète et j'écoute. Ok? Et quand c'est fini, on va boire une bière et tout va bien, mais avant, non. Ok? Et ce truc-là, faut que les deux soient d'accord si tu veux pour faire ce switch. C'est pour moi un truc hyper compliqué à faire quand il y a autant d'implications émotionnelles que dans un couple comme vous avez réussi à faire, donc c'est super. Et puis on a d'autres exemples, on pense à Tia Clarkmy et Shanor qui bossent en partenariat et qui visiblement ça marche parce qu'elles gagnent les games 3 fois. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est vraiment comprendre ça, c'est un coach, initialement c'est pas un ami. Ouais, mais alors moi j'ai été, tu vois, pour le coup, transformée par un livre que j'ai lu l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y a 2 ans, bon bref, peu importe. Je vais souvent sur le site de Fort Trainer, tu vois, qui est une maison d'édition, et des fois je prends juste des livres parce que
c'est chez eux parce que je trouve qu'ils ont souvent des très bons interlocuteurs. Et en l'occurrence, j'ai acheté celui qui s'appelle S'entraîner autrement, qui est un livre en gros sur le développement personnel au service de l'excellence sportive. Je crois que c'est exactement comme ça qu'il s'appelle en plus, hein. Ouais. C'est un livre qui est rédigé par Franck Bellard, qui est un ancien judoka de haut niveau, qui était à l'INSEP notamment. Je crois qu'il a dû être il a été en équipe de France d'ailleurs. Puis il a entraîné plus tard, il me semble, un grand club parisien de judo. Alors je connais pas du tout le judo, donc je mets tout ça un petit peu entre guillemets puisque je j'ai pas du tout cette connaissance. Et en fait, si tu veux, le constat il est très simple pour lui, c'est de se dire que lui, il a été broyé par la machine. D'accord. C'est-à-dire il s'est entraîné à l'INSEP, il s'est blessé plusieurs fois, il a perdu confiance en lui, et comme dans beaucoup d'arts martiaux ou d'autres sports, c'est un peu, voilà, il faut être un homme, il faut être à la dure. Et il n'a jamais pu exprimer ses frustrations ou ses difficultés, il n'a pas pu être soutenu de la bonne façon. En plus, on sait que pour vous les hommes, pareil, hein, c'est un petit peu un petit peu simpliste peut-être, mais il y a encore moins ce rapport, on va dire, à la sensibilité, quoi. C'est quelque chose qui est presque tabou. Et donc, C'est en que fait, voilà, oui, la dynamique masculine répond plus à la raison qu'au sentiment. et pourtant, ça peut être un besoin, surtout dans une vie d'athlète qui est pas, voilà, qui est pas linéaire. Et il expliquait, voilà, que lui, bah, ça avait fini par le faire exploser. Il a tout arrêté. Il n'a pas eu la carrière dont il rêvait. Et quand lui a commencé à entraîner, il a mis un point d'honneur à entraîner en mettant justement l'émotionnel et on va dire toute la partie psychologique au centre de l'entraînement. C'est-à-dire qu'il parlait beaucoup, il responsabilisait ses athlètes en leur laissant beaucoup de choix, tu vois, sur la façon dont elles aimaient s'entraîner, dans la façon dont elles aimaient fonctionner. Alors c'est super, et en fait ça n'a pas marché. Donc ce qu'il explique, c'est que bah, c'était trop. Et que en fait, chaque entraîneur, malheureusement, malheureusement et heureusement, il se sert de son vécu personnel, de ses propres blessures narcissiques, ce qu'il appelle dans le livre, et que donc il faut comprendre que la façon dont on entraîne, elle est profondément ancrée dans ce qu'on est nous, personnellement. Et que donc le vrai travail d'entraîneur, il va durer 10, 20 ans, 30 ans, c'est de savoir à quel moment est-ce qu'on entraîne par rapport à notre propre expérience, et à quel moment est-ce qu'on commence à entraîner en étant presque objectif, réellement. Et qu'il faut réussir à trouver cette bascule pour l'avenir des compétitions entre les protocoles, voilà, tout ce qui est très scientifique, et la partie beaucoup plus intime qui est propre à chaque personne, et qui, quand elle est bien optimisée, quand elle est bien gérée, permet à chaque personne, s'il n'a pas en tout cas le parcours olympique rêvé, d'avoir au moins tout un processus très constructif dans son parcours personnel. Bien sûr. Comme ça qu'il a sorti ses meilleurs athlètes, des athlètes bien dans leur peau et qui du coup en compétition arrivaient à restituer toute la partie entraînement qui était très bien gérée parce que elles étaient bien, quoi, tu vois. C'est très très intéressant. En tout cas, si tu veux, je te l'envoie et top, je l'ai adoré. Ah bah, avec plaisir. J'étais en train de regarder un petit peu, je connaissais pas le bouquin. Non, c'est très intéressant, il y a beaucoup de schémas, c'est basé sur beaucoup d'études aussi, c'est pas juste du développement personnel. Je suis peut-être un peu bête en disant ça, mais tu vois, un truc pour les nanas qui se rapproche un peu des horoscopes, qui sont écrits de façon très généraliste pour que tout le monde s'y retrouve, et ça se vend bien, mais le fond, c'est un peu léger, quoi. Non, c'est très, 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 très intéressant. Ok. Non, mais enfin, tu vois, tu disais un truc intéressant. Alors, sans vouloir s'éloigner du sujet, mais il y a très très peu d'athlètes de haut niveau qui ont été menés par leur coach au plus haut niveau, quel que soit le sport, qu'avec la science. Ok. Et tu parles à un gars qui est sur PubMed tous les jours. J'adore ça, j'adore lire les études, voilà. Maintenant, il y a une réalité, c'est qu'il y a trop peu de moyens dans la science du sport pour vraiment en tirer des conclusions générales pour tout le monde. Et si on attend à chaque fois qu'un protocole, quel qu'il soit validé par la science pour pouvoir l'utiliser, on va un peu nulle part, si tu veux. On va un peu nulle part. Et un domaine aussi brut que par exemple la force, où pour le coup le chiffre c'est le chiffre. C'est-à-dire si je mets plus lourd que toi à la fin, j'ai gagné. Ok. Il est exceptionnel pour faire des études de grand air parce que tu vois que des protocoles comme, pardon, je sais pas, Wendler, le 5-3 de Wendler ou des choses comme ça, si tu veux, on n'a pas besoin de mener 50 études dessus. Il y a un moment, il y a des mecs qui l'utilisent et leur part augmente. Voilà, terminé. Ça, c'est du terrain. Et ça, il y a un moment, c'est de l'expérience d'entraîneur. Et l'expérience d'entraîneur, il passe pas uniquement. Enfin, encore une fois, un coach, c'est pas un scientifique non plus. C'est pas son travail. Il doit faire le pont entre les labos de recherche et le terrain, mais un coach n'est pas un chercheur. Ouais, alors ça, tu vois, c'est aussi une discussion que j'ai déjà eue avec plein de gens. Quand tu sors de BP, t'as pas trop le sujet. Moi, pour avoir fait un BP, justement,
Évidemment, les programmes sont basés là-dessus, on te donne les compétences, etc. Hein, c'est pas ce que je remets en question. Mais quand tu fais STAPS, ne serait-ce que le côté universitaire des dossiers que tu dois rendre, bon bah voilà, tu passes par les études, tu les lis, tu dois les citer, etc. Tout est très, c'est beaucoup plus présent, disons. Ouais, J'ai en fait, l'impression. le truc, c'est que le BP manque d'appui scientifique, d'autant plus parce qu'il est de plus en plus court, et STAPS manque de pratique sur le terrain. C'est aussi simple que ça. Ouais, Et ouais, on se retrouve avec des j'en viens là. stapsiens, enfin, je suis quand même retrouvé avec des stapsiens à qui je fais des interventions en 5e année, qui ne savaient pas faire un squat. C'est-à-dire, ces gens-là allaient être entraîneurs. C'est absurde quand on y pense. C'est absurde. Ok, ça serait un mécano en 5e année qui sait pas ce que c'est un joint de culasse. Là, il y a un problème. Ok. À l'inverse, on retrouve des BP qui ne savent pas lire une étude. Et pour moi, c'est compliqué aussi. Alors, on peut jouer sur les termes, hein, dire oui, mais quand t'es BP, t'es animateur plateau muscu, donc derrière, t'es amené à faire de diplôme. Oui, d'accord. N'empêche que pour moi, c'est pas un prétexte pour viser un peu plus d'excellence. Et voilà, faire un peu de tri entre ceux qui sont venus parce qu'il y a de la lumière et ceux qui le veulent vraiment et qui sont prêts à. Enfin, à un moment, tu vas avoir la santé des gens entre les mains, quoi. Donc, bref, c'est un autre fond de révolte, on va pas rentrer là-dedans, mais. Non, non, mais après, tu vois, moi, je connais des entraîneurs ou des coachs qui sont issus de BP et d'autres qui sont issus de STAPS. J'ai des exemples et des contre-exemples. Hein. Après, c'est très personnel, donc l'idée, c'est pas de les citer, mais euh, je connais des gens qui ont fait des BP qui sont excellents Bien sûr. parce qu'ils ont une curiosité intellectuelle et une expérience du terrain Ah bah qui a attends, je veux dire, largement. j'ai pas fait stats, moi. Hein. Je sais pas si je suis excellent, mais moi j'ai fait un BP, hein, à la base. Mais Non, mais ça c'est pas me. le souci. Pour moi, on peut pas être aussi arrêté, quoi. C'est sûr que voilà, je nuance et l'idée c'est que chacun puisse s'y retrouver. À l'inverse, je connais des gens qui ont fait STAPS, qui sont peut-être des encyclopédies, Hmm. mais sur le terrain, c'est pas ça. Ou alors ils ont la compétence, mais quand tu les vois encadrer un groupe, voilà, ils ont pas cette sensibilité, ils font pas forcément attention aux gens, ou alors ils sont trop dans le côté un peu protocole du truc et pas assez dans le côté réalité. C'est-à-dire quand tu as C'est monsieur et ça. madame tout le monde, tu peux avoir un super protocole, l'avoir très bien compris, et c'est déjà vachement bien, mais bon, la personne, elle est là, elle s'en fout, elle est là pour faire 1 heure de sport, quoi, tu vois. Il faut Et se dire qu'elle va rentrer chez elle et se faire un verre de rouge, tu vois, et il faut le réaliser. il y a ça, et puis il y a les réalités de terrain à bon niveau aussi. Il y a beaucoup de. Bon, on parlait de planification tout à l'heure, mais c'est un super exemple. Avec, alors là, pour le coup, c'est absent au BP, mais cette vision du truc où on va faire un plan sur 12 mois et qu'il va se passer ça, 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 et dès que le truc dérape un peu, ce qui est le cas 100% du temps, c'est panique, 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 parce que dans la règle des terrains, c'est pas ce qui se passe dans 3 semaines. Donc, ouais, voilà, c'est ça, c'est l'expérience. Ça, c'est l'expérience. Et c'est pour ça qu'à un moment, pour devenir pour moi, un bon coach, le premier facteur, c'est le temps. C'est la passion d'abord, puis c'est le temps. C'est, t'as beau avoir une passion brûlante, tu ne pourras pas être un excellent coach en 1 an parce que tu n'as pas eu le temps d'accumuler assez de choses. Et c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Juste, faut reconnaître que ça prend des années parce que il faut les ingurgiter, ces informations, et il faut les mettre en pratique sur. Mm. Ah, je recoupe complètement ce que tu dis. Moi, je suis toujours un peu sur le cul quand je vois des gens lancer des prog, ou peu importe, hein, d'ailleurs, ça peut se voir ailleurs. Et que je me dis, mais c'est qui? Et c'est pas du tout méchant dans le sens il faut avoir une renommée. C'est pas ce que j'essaie de dire. Ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, tu peux pas sortir d'école, que ce soit STAPS ou BP, et te dire putain, ça y est, je suis bon, quoi. J'ai mon diplôme. Et si tu es dans ce cas-là, ben moi, par exemple, ça m'inquiète parce que je me dis, les gens avec qui je suis amenée à discuter là depuis quelques semaines dans le cadre du podcast, mais même dans le cadre de plein d'autres choses, ils ont toujours un truc en commun, c'est que c'est à la fois des passionnés, mais au-delà d'être des passionnés avec des convictions X ou Y, sont des gens super curieux. Et parfois, ce sont des gens avec qui on discute de choses complètement différentes que leur champ d'expertise. Et tu sens que voilà, tu vois, ça percute, quoi. Ils veulent savoir, ils veulent comprendre. Et je trouve qu'en général, un bon coach, si déjà il a ça à la base et qui développe tout ça, en plus d'avoir une expérience du terrain, parce que parfois tu es un très bon coach, mais il faut trouver du taf. Et Ouais, ça, tout c'est pas simplement. toujours ta faute, quoi. Hein. Ça, des fois, c'est juste un peu de chance au bon moment. Tu peux pas faire quelques cours, quoi. Il faut. Enfin, moi, en tant que honneur et en tant que coach dans une ancienne salle, de mon expérience, je me suis tellement plantée sur des trucs que je pourrais dire que je me suis fait engueuler par des adhérents pendant des années. Alors j'exagère le mot engueuler, tu vois, mais tu te rends toujours compte que tu as des choix à faire qui étaient peut-être pas les bons, tu t'es peut-être un peu trompé, t'ajustes. Et à la fin, globalement, quand tu prends du recul, tu te dis, bon, c'est certainement pas parfait, mais quand même, je peux justifier chacun des choix que j'ai fait à l'instant T, parce que je l'ai toujours fait pour une raison X ou Y, ou alors je l'ai ajusté pour une raison X ou Y. Et je pense que là,
ça match à peu près. Mais t'es obligé de te tromper, hein. En vrai, c'est si tu Complètement. t'es pas trompé, t'as loupé quelque chose, quoi. T'as rien fait. Mais enfin, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour moi la phrase la plus dangereuse et en fait dans n'importe quel champ d'intervention. Mais je vais parler de celui que je connais, donc la prépa physique, le coaching, tout ça. C'est je sais. À partir de là, c'est mort. À partir de là où tu expliques que tu sais, c'est fini. Donc cette curiosité constante, t'as raison, elle se retrouve vers chaque personne pour qui j'ai plus qu'un respect, une espèce d'admiration, ils me mettent un peu la pression, genre, putain, ce coach il est bon. À chaque fois, c'est des gens, pour eux, ils n'en savent pas assez. Ils veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est ça qui fait que, enfin, moi, demain, si j'ai plus ça, j'arrête, en fait. Parce que c'est bon, ça veut dire que j'ai plus cette passion. C'est pas demain la veille, hein. Mais pour moi, c'est ça. Et il y a un autre truc, tu disais, t'as fait tes erreurs, et je suis tout à fait d'accord. Le premier, on m'a posé la question, je sais plus quel podcast, avec Seb Zimmer un jour, où c'est quoi le conseil que tu dirais aux jeunes, toi, d'hier, enfin, le conseil classique, la question classique du début. Donc déjà, je me considère déjà toujours jeune du début, mais quand j'étais en BP, je faisais mon stage, je le faisais j'ai eu la chance d'avoir des super stages à l'époque, avec un prépa physique comme Matley et tout, donc j'ai pas fait le truc chez Rakanon dans un Magic Form, ça c'est très cool. Donc j'étais avec un mec qui s'appelait Zahir Hamdan, et il m'avait expliqué, enfin il m'avait dit, tu peux tout, en prépa physique, tu peux tout faire, du moment que tu le justifies. Et c'est vraiment un mec qui avait des méthodes pas du tout orthodoxes, mais ça marchait. Donc ça a toujours résonné. Et je me suis toujours dit ça, je me suis toujours dit, quoi que je fasse, quoi que j'écrive comme programme, que je fasse comme prescription alimentaire, que je donne comme conseil sur la vie, sur n'importe quoi, il faut que je puisse le justifier et pas juste que ça a l'air sexy sur Instagram. Ou en l'occurrence, à l'époque, des magazines, des articles et tout. C'est juste ça. C'est m'assurer que quoi que je fasse, ce soit justifié à mes yeux pour mon athlète. Tout le temps. Et franchement, cette phrase, elle me sert, mais jusqu'à aujourd'hui, très honnêtement. Ça m'arrive de voir des choses, putain, ça c'est ce protocole de squat, ce metcon, cet intervalle, n'importe quoi. Il a l'air super cool. Et je me retrouve à avoir l'idée de, tiens, je vais peut-être prescrire ça à telle personne, tout, et me dire, et me poser 2 secondes, et me poser la question, genre, attends, pourquoi? Et ça m'arrive de me répondre à moi-même, bah non, c'est pas logique. Et de dire non. Mais parce que j'ai cette phrase dans l'arrière de crâne tout le temps. Ouais, bah alors tu vois, pour le coup, c'est marrant parce que moi qui ai fait aussi des études de com et de marketing, on repart toujours, je trouve, sur cette notion un peu de smart, tu vois, d'avoir des choses spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes, et le dernier, je crois que c'est temporel ou temporalité. Je trouve que ça s'imprime bien aussi sur tout ce qui est programmation, planification, quoi. Même choix juste des exercices, comme tu disais, puisque voilà, si à un moment donné, je peux pas remplir ou répondre à ces 4 ou 5 critères, bah, c'est peut-être que c'est un peu au doigt mouillé, quoi, malgré tout, qu'il y a peut-être quelque chose derrière à rechercher, quoi. J'adore cette expression. Ah, ouais, je sais, moi aussi je l'aime beaucoup. Je suis Génial. trop contente de l'avoir. Tu sais, avec la pression, je l'ai ressorti, mais alors généralement j'en oublie toujours au moins un de mot que je retrouve pas. Est-ce que tu as une petite liste d'expressions devant toi à placer dans chaque podcast? Non, non, je l'ai pas, mais franchement je devrais. Bah écoute, je vais recentrer un petit peu, Vas-y. puisque c'est super intéressant et au final, je pense comme j'avais prévu de parler dans un second temps de tout ce qui était compétition et plutôt programmation individuelle, je pense qu'il y a du coup des choses qu'on vient d'aborder, donc c'est pas perdu. J'avais dans l'idée de parler d'abord de ce qui se fait dans les box, puisque tu as cette expérience-là aussi, ou en tout cas tu auras un avis sur la question, ce qui est déjà intéressant. Moi, en tant qu'honneur, ce qui m'était venu à l'époque, par rapport à ce que tu disais sur la planification, c'est que il faut bien avoir un point de chute, il faut bien se dire qu'il y a des objectifs, et que comme tout le monde ne fait pas de compétition justement dans les box, comment est-ce que je peux planifier un programme en gros global pour ma salle? Ma question, c'est est-ce que je peux me baser par exemple sur les temps forts commerciaux qui sont en général des périodes de l'année type, je sais pas, le mois de septembre, le mois de janvier, le mois plutôt d'avril-mai quand les gens préparent l'été. Est-ce que je peux prendre par exemple ces points-là comme point de repère pour faire ma planification? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui vont arriver et que donc ça pourrait coïncider avec le début d'un cycle. Est-ce que ça te paraît pertinent, par exemple? Alors, déjà, je vais commencer à préciser que je ne suis pas honneur de boxe. Je, Mhm. je programme dans les structures où je travaille, mais je ne suis pas le honneur. Ok, donc je m'occupe un peu on appellera ça la direction technique, voilà, peu importe, c'est un terme trop galvaudé, de tout ce qui se passe à l'entraînement. Et en fait, je dirais oui, pourquoi pas, mais moi, c'est pas ce que je fais. En fait, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, encore une fois. Si c'est ce qui t'as envie de faire pour une box et que c'est ce qui marche, bah alors oui, c'est tout à fait cohérent et justifié.
En ce qui me concerne, moi, de mon côté, et encore une fois, ça n'engage que moi, je ne le fais pas parce que j'aime que la structure où je sois, où je programme, ait une identité, notamment du point de vue de la programmation, et que les gens, si tu veux, c'est comme si tu rentrais dans un restaurant et qu'on recommençait tout à zéro. Genre non, tu rentres dans un restaurant, tu sais pourquoi tu y viens, tu sais ce qu'on y mange, et tu vas voir si tu apprécies ou pas. Donc pour moi, il y a un petit peu de ça. Et donc j'aime bien qu'une prog soit tout au long de l'année. Alors je parle de prog pour une box, hein. C'est complètement différent des compétiteurs. C'est qu'une prog pour une box, moi, elle est tout au long de l'année équilibrée. C'est-à-dire que je ne fais pas de cycle particulier. J'ai peut-être des petites emphases sur certaines choses, mais c'est grosso modo pas de cycle. C'est tout le temps équilibré. On travaille tout le temps un petit peu tout. Et, alors, sauf dans les cours spécifiques, hein, dans les cours généraux, dans les WOD. Et j'aime qu'il y ait vraiment cette identité. C'est-à-dire que euh, j'aime le côté, si les gens voient une semaine d'entraînement sur un papier, ils savent que, ok, ça, c'était programmé dans cette box, je le reconnais et je vois le style. Tu vois? Et ça, je trouve que c'est hyper important. Parce que tu crées, par cette identité, tu renforces une communauté, en fait. Tout simplement. Et du coup, je reste un peu sur cette même idée. Est-ce que le faire, par exemple, en ayant, voilà, faisant comme tu fais, en gros, en planifiant toujours les différentes, je sais même pas comment dire, hein, mais les différentes modalités, mais en s'appuyant sur l'échéance des Open, est-ce que ça pourrait être cohérent? Bah, en fait, je pense que ça dépend des box. Encore une fois, il faut sonder un peu ta communauté. T'es une jeune box où il n'y a pas du tout de compétiteurs, les open, ils savent pas ce que c'est, ils débutent en crossfit. Peut-être pas. Enfin, peut-être qu'il faut leur expliquer, ok, on va faire ça, on va pas vraiment préparer, on va voir ce que ça donne. Et si t'es une box hyper compétitrice, où il y a pas mal de... Enfin, t'es des gens qui sont très investis dans le crossfit, tout le monde sait ce que c'est les open, tout le monde a 800 euros de tenue Reebok sur lui. Là, peut-être que tu peux sonder ta communauté, dire, ok, les gars, voilà, soyez attentifs à ça, les 2 prochains mois, ça sera un peu plus orienté vers la prépa des Open parce qu'on a 80% de notre box qui est inscrite. Mais c'est juste être cohérent avec ton public en fait. C'est juste ça. Je sais que moi là où je travaille, j'ai beaucoup de gens qui sont investis dans les Open et que sans faire une prépa Open, parce que c'est pas moyen au côté, on peut préparer 200 personnes de la même façon avec la même prox, enfin, voilà, sinon je ferai pas de suivi guide. Mais sans prépa Open, je vais inclure des stimulus ou des entraînements qui vont un peu répliquer ce qu'on peut retrouver dans les Open, parce que pour qu'ils s'amusent un petit peu, tout simplement. Okay, mais je ferai pas ça au détriment de l'équilibre général de la prog. Je ferai pas ça au détriment des gens qui viennent pour être en bonne santé, qui s'en foutent des Open et qui entre nous n'ont aucun intérêt à se flinguer sur un WOD de 5 minutes. Non pas que les WOD de 5 minutes flinguent, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que c'est pas fait pour certaines personnes, tout simplement. Donc voilà, je veux jamais oublier ces gens-là. Je veux jamais oublier ces gens-là. Donc je ne programme pas pour le plus mauvais de la boxe, je ne programme pas pour le meilleur, je programme pour le niveau moyen là où je travaille, avec bien sûr des adaptations pardon, à la hausse ou à la baisse. Ah, tu m'as piqué une phrase que j'allais dire après, je suis dégoûtée là par contre. C'est Donc, je pas suis là, grave, toi. je vais me renouveler quand même. Donc dans les petites questions qu'on avait un petit peu abordées en off avant, je t'avais envoyé également un article, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, qui a été rédigé par l'équipe de Juggernaut. Juggernaut, Alors, j'ai pas reçu l'article. il était en lien, Ah mince. mais je vais t'expliquer le principe de J'ai toute vu la façon. question, mais j'ai pas vu l'article. C'est la question qui compte. Même Ok. sans avoir lu l'article, en fait, l'article développait leurs idées, mais en tout cas, je peux te donner l'idée globale et tu pourras me donner ton ressenti. Yes. Donc, eux conseillent aux box dans une programmation CrossFit standard, hein, donc pas pour des compétiteurs, en tout cas, c'est pas le focus principal. C'était de mettre davantage de force que ce qu'on pourrait penser, parce que lui, il part du principe que c'est une carence qui est régulière chez les néo-pratiquants. Donc, en gros, dans l'article, ce qu'il expliquait pour appuyer ça, c'était que un gars qui vient s'inscrire au CrossFit, il n'est pas forcément non sportif du tout, hein, il peut déjà avoir fait un peu d'activité. En général, il a moins de difficultés à courir 1 kilomètre dans un temps qui est pas forcément dégueu, alors que c'est très rare d'avoir quelqu'un qui va passer la porte d'une box et avoir un squat au double de son poids de corps, pour un homme, hein. Donc il disait, c'est cohérent de mettre un peu plus de force parce que c'est une plus grosse lacune. Qu'est-ce que tu en dis? Alors, bon, déjà, première chose, Juggernaut, j'adore. J'adore Shadow S. Smith, j'ai à peu près tout lu. Jacob Tipkin, qui est celui qui s'occupe de la partie CrossFit, je sais pas si c'est encore le cas, c'est pareil, c'est un super entraîneur. Il y a Alex Viada dans la team, je sais pas si tu vois qui c'est celui qui a écrit The Hybrid Athlete, qui est un monstre,
qui est un mec qui a écrit beaucoup sur l'entraînement croisé, parce que c'est un gars qui fait des Ironman et du powerlifting, donc, et qui performe dans les deux, donc c'est quand même deux choses opposées. Bref, ils sont très très forts. Maintenant, il faut comprendre que chaque structure, comme elle a son identité, comme on en parlait tout à l'heure, elle a aussi ses biais. Et Juggernaut, c'est pas une équipe de coureurs d'endurance, on est d'accord, c'est des powerlifters quand même à la base. Donc forcément, ils ont ce biais de la force et des standards qui vont pas être les mêmes que tout le monde. Ok ? Est-ce que je pense que quelqu'un qui débarque en CrossFit doit vite passer 2 fois son poids de corps au squat s'il vient faire du CrossFit? Non. S'il rentre dans un club d'haltérophilie, oui, bien sûr. Est-ce que je pense que c'est un signe absolu un indicateur de santé? Non. Je pense qu'il faut être fort, oui, bien sûr. Je pense pas que ce soit forcément la chose sur laquelle il faut se concentrer. Donc mettre la force au centre de ta programmation. Après, il faut définir ce que ça veut dire. Si ça veut dire faire des cycles de force à tour de bras, dans une programmation de boxe, encore une fois une programmation de boxe, je ne parle pas de compétiteur, je ne parle pas de cycle spécifique. Moi, je pense pas. Je pense qu'il faut continuer avec quelque chose d'équilibré tout au long de l'année, parce qu'à un moment, on vend du CrossFit, faisons du CrossFit. Donc, c'est pas ce que je vois. Maintenant, je suis d'accord sur le fait que ce soit un facteur limitant, et je suis d'accord aussi que c'est aligné avec le côté santé pour une raison simple. Il y a quelques années, il y a Andy Galpin, je ne sais pas si vous voyez qui c'est un docteur en physio musculaire qui est intervenu pas mal sur Barbell Shrug, qui a sorti un bouquin qui s'appelle Unplugged, qui a maintenant un podcast que je vous recommande qui s'appelle The Body of Knowledge. Bref. Et ce gars-là, c'est un gars qui a mené beaucoup d'études sur les déficits musculaires, notamment chez CrossFit et tout, et il s'était, lui et son équipe, amusé à faire une méta-analyse, donc une revue de beaucoup d'études, sur quels sont les meilleurs indicateurs d'espérance de vie sans incapacité. C'est pas juste aussi longtemps, pas juste combien de temps tu vis, mais combien de temps tu vis en bonne santé. Et ils étaient au nombre de 3, et il y avait VO2 max, donc le cardio. Il y a un moment, une efficacité cardio-pulmonaire, il n'y a pas à dire, c'est un gage d'espérance de vie et de santé. Et les deux autres étaient reliés à la force, parce que le deuxième, c'était la force, le deuxième, c'était la masse musculaire générale, parce que le muscle n'est pas un tissu mort, c'est un tissu extrêmement actif, notamment au niveau hormonal et bien d'autres choses. Et le troisième, c'était la force du bas du corps. Okay, parce que lui, il expliquait, il dit voilà, une dame de 70 ans qui, à chaque fois qu'elle se baisse pour la toilette et qu'elle se relève, c'est un max au squat. Si elle va voir on lui pose un pacemaker et qu'elle va voir son cardiologue dans la semaine, il va constater des pics au cœur à chaque fois, il va dire vous avez un problème au cœur. Alors que non, cette dame elle a juste un problème de force. En fait, tout est un effort maximal. Et elle a juste besoin de prendre un peu de force dans les jambes. Tout ça pour dire que, il y a un moment, quelqu'un de fort, ça peut que servir pour la santé. Donc, je sais qu'on s'éloigne un peu, mais oui, la force capitale pour la santé. Ça, je l'enlèverai pas. En revanche, dire qu'il faut centrer toute son approche là-dessus quand les gens viennent pour faire du CrossFit, je ne suis pas sûr. Ok. Je repars sur cette notion de boxe. Comment tu fais, toi, en tant que coach, pour trouver le bon équilibre entre ce que moi j'ai appelé entre fun et professionnalisme, même si les deux sont pas antinomiques, parce que je trouve que c'est pas toujours facile de concevoir des cours dans la pratique qui soient ludiques. C'est-à-dire qu'en général, quand on fait cours, ceux qui ont un petit peu d'expérience, ils trouvent que quand il y a beaucoup de skills, c'est chiant. Et en autre côté, ceux qui viennent d'arriver ou qui sont pas là depuis très longtemps ou qui sont très intéressés par le skill du cours, s'il n'y en a pas assez, qu'on passe trop vite sur le road, ils sont frustrés parce que c'est encore une fois le même exercice qui ressort et qu'ils peuvent pas pratiquer. Comment tu fais pour gérer ça? Parce que je pense que c'est une problématique qui est très globale à plein de coachs, ça. Alors, il faut comprendre que les aspects fondamentaux d'une programmation, qu'ils soient pour une boxe ou pour un athlète individuel, il y a un moment, le fun va faire partie des choses. Donc il y a des facteurs physiologiques et des facteurs psychologiques. Dans les facteurs physiologiques, il y a un moment, il faut que quelqu'un ait une certaine fréquence d'entraînement, il faut qu'il se pointe, il faut qu'il y ait une progressivité, quelle qu'elle soit. Mais dans les facteurs psychologiques, il y a un moment pour qu'une programmation soit efficace, il faut qu'il y ait une part de variété, il faut qu'il y ait une part de compétition, ça peut être face à soi-même, battre des records, avoir des objectifs, un travail en groupe, etc. Et il faut qu'il y ait une part de fun, toujours. Que ce soit pour le compétiteur ou pas. Parce qu'il y a un moment, quand la personne de 60 ans, après son travail, vient faire son petit WOD, ou
mais en fait, ça vaut pour tout, ou vient voir son coach perso, ou vient faire sa séance de je ne sais quelle prépa pour je ne sais quel sport, il faut que ce soit le meilleur moment de sa journée. Ok? Parce que, c'est marrant parce qu'on parlait de ça hier, mais il y a un moment, l'attitude, c'est capital. Ok? Tu peux écrire la meilleure prog du monde, si quelqu'un n'a pas envie de la faire, elle sera pas efficace la prog, elle ne vaut rien du tout. Et tu peux écrire une prog moyenne, mais si la personne a fait 200% avec le cœur, là ça fonctionne. D'accord? Donc ce facteur humain, il faut jamais, jamais, jamais le sous-estimer. Encore une fois, on va pas cesser de le répéter, mais c'est en ça que les coachs ne sont pas des experts, ce ne sont pas des programmateurs, ce ne sont pas des, voilà, c'est pas tout ça, ce sont des coachs. Et donc la part de fun est immense, immense. Elle ne doit pas dicter ta programmation ou ta prescription pour tes athlètes, mais elle doit intégralement en faire partie. D'accord? Il y a notamment un truc qu'on a constaté, c'est que le jeu, donc le jeu déjà c'est ce par quoi les humains et les animaux apprennent, notamment les bébés. Okay, mais le jeu sécrète une substance qu'on appelle l'oxytocine. Et l'oxytocine, sans rentrer dans des grands détails biochimiques, parce que déjà je suis pas biochimiste, et ça, je pense pas que ça intéresse grand monde, c'est une hormone qui est aussi responsable de la cohésion. Okay, donc ne serait-ce qu'inclure des jeux en échauffement, et ça vaut pour tout le monde, pour des groupes comme pour des individuels, comme pour des athlètes de haut niveau, c'est juste capital pour renforcer l'implication de ton ou tes athlètes. Ok? Mais ça vaut dans une boxe et ça vaut au niveau. Hein. Un mec comme Joe DeFranco, je cite souvent, lui, en échauffement, il n'hésitait pas à faire des espèces de, ça le netball rover. En gros, il faisait des espèces de volleyball avec des netballs un peu lourdes, avec des athlètes de foot US de haut niveau, qui étaient au niveau foot US, juste pour leur introduire ce côté compétitif entre eux. Et en même temps, il disait, ouais, mais moi, c'est tout bénef parce que je travaille leur temps de réaction, je travaille leur rotation et leur gainage sur les obliques, je travaille leur explosivité, je travaille plein de trucs qui lui l'intéressaient d'un point de vue développement physique. Mais les gars, ils le voyaient pas. Eux, tout ce qu'ils voyaient, c'est qu'ils s'éclataient et c'était super cool. Et derrière, ils développaient des qualités physiques, tout le monde est gagnant. Donc, tout ça pour dire que si on le fait au niveau, il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas dans les box. Donc, ouais, le fun, il est capital. Et attention, encore une fois, ce qui est important, c'est l'équilibre et la nuance. Quand on dit le fun est capital, il ne faut pas tomber non plus dans le tout fun, et ça je pense qu'on en parlera à la fin, mais dans le si un adhérent te demande un truc, tu le fais. Si un adhérent te dit de faire ça, tu le fais. Non, ça c'est un piège, et encore une fois, t'es pas un ami, t'es un leader, c'est à toi de dire ce que tu vas faire. Mais, putain, bien sûr, il faut que ce soit fun. Bien sûr. Et ça, c'est la beauté de la programmation, c'est se casser un peu la tête pour rendre des formats un peu rigolos. Mais il y a des trucs tout bêtes, que les gens ils y voient un détail, et souvent, enfin bref, j'ai l'impression que je suis juste, comment dire, je retrouve pas le mot. Bref, que je suis juste un petit peu borné et un petit peu taré avec ça, un petit peu autiste, comme je voulais dire. Mais il y a pas mal de modes où j'aime bien organiser la salle de façon à ce qu'il y ait une progression dans l'espace. Je dis n'importe quoi, ça va être un intervalle assaut bike, rameur, burpees, voilà. Et c'est un WOD à 2 et tu te tapes dans la main, et ben j'aime bien mettre l'assaut bike à un point A, l'espace burpees à un point B, l'espace rameur à un point C, retour en courant. C'est con, hein, c'est probablement le même mode, mais ce fait qu'il y ait une progression à l'espace, que tu avances d'un point à un autre, que tu vois où t'es par rapport aux autres, qu'il y ait des règles un peu strictes, genre ah vous devez vous taper dans les mains comme ça, mais pas comme ça, nanana, c'est con. C'est-à-dire que d'un point de vue, ça se justifie pas d'un point de vue développement physique, il se passe rien de plus, rien de moins. Mais la part d'implication, elle est 10 fois plus importante parce que la personne, elle kiffe, en fait. Et donc ça, bien sûr que ça a sa place. Et cette part de fun, elle peut passer par ce que tu écris au tableau, mais elle peut passer par comment tu organises cette séance, comment tu la communiques, etc. Nous, on adore faire du théâtre, et quand on a des modes un petit peu plus durs, un petit peu de test, un petit peu tout ça, mais je dis on parce qu'on est une équipe de coach, on est connu pour ça, pour faire les gros yeux, tout d'un coup parler tout bas, être hyper sérieux, pas lâcher une vanne, parce qu'on représente le WOD comme si c'était le pire truc de leur vie, juste pour les mettre dans une ambiance particulière, et une ambiance haute en émotion. Et à la fin de la journée, quand ils sortent, c'est tous, ah, c'était génial, genre, je suis allé voir un film, tu vois, c'est un petit peu ça. Et c'est juste se rappeler ça, se rappeler qu'à un moment, les mecs, ils franchissent la porte de la boxe pour passer le meilleur moment de leur journée. Tout simplement. C'est leur heure à eux. Et pour certains, c'est la seule heure de leur journée où ils s'occuperont que d'eux-mêmes. Pour le reste du temps, ils ont un travail, ils ont peut-être des enfants, une femme, enfin bref. Ils ont peu de temps que pour eux. Et celle-là, elle est pour eux, cette heure-là. Donc, ouais, fais en sorte que ce soit la meilleure. C'est aussi ton job en tant qu'entraîneur. Non, mais c'est clair.
tu vois, donc du coup pour les citer, mais quand moi je bossais chez CrossFit Sestio, c'était quelque chose qu'on avait fait aussi au niveau des soirées. Alors ça paraît un peu décorrélé de l'entraînement, et pourtant moi je trouve que ça c'est très intéressant, très important, parce que c'est la vraie animation et la vraie cohésion au sein de ta box. Et alors moi j'avais remarqué ce truc très rigolo, parce que moi ça m'amuse beaucoup aussi à titre perso. Les soirées déguisées, ça éclate les gens. C'est vrai. Tu fais une soirée où, je sais pas, tu dis demain c'est un WOD héros, venez en tenue camouflage, ou venez Ah avec ouais, un c'est génial. accessoire camouflage. Nous, on avait fait des soirées anniversaires avec des thématiques où on avait un petit peu maquillé la salle, tu vois, avec un peu de déco, un peu de trucs et tout. Et, euh, et voilà, les gens, ils sont contents, ils retrouvent leurs potes, ils ont hâte de voir qui va arriver, habillé comment. Il y a un côté Mais bien hyper fun. sûr. Et je trouve que ça, c'est aussi la vraie réalité en dehors du côté compétiteur, du côté prog, du côté difficile parfois. Voilà, c'est de se dire, on vient, on déconne, on rencontre des gens. T'as des gens de 50 ans qui sont copains avec des gens de 25 ans qui se seraient pas forcément parlé dans C'est la vraie clair. vie parce qu'il n'y a pas de point de rencontre en fait. Et je trouve qu'il faut mettre ça un peu dans la vie des gens, du centre aéré pour adultes. Et il faut rien y voir de péjoratif, hein. Mais je trouve que c'est hyper important. Et puis, très honnêtement, moi qui viens de la com, donc qui était souvent dans l'organisation de ces rendez-vous-là, en fait, c'est du travail, mais c'est un vrai plaisir. Parce que moi, je passais des semaines à organiser le truc et à me dire, oh, putain, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir, j'espère que ça va leur plaire. Et là, d'un seul coup, tu descends un petit peu de cette posture coach et tu peux commencer à discuter un petit peu avec les gens, à être beaucoup plus proche. Et c'est des rendez-vous super importants qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas forcément dans les grosses boîtes, qu'ils n'ont pas forcément parce qu'ils sont plus dans des cercles associatifs. Et s'ils n'ont pas une très grande famille ou un très gros groupe de potes qui organisent ce genre de choses, ben, tu peux l'avoir que via la salle. Et je trouve que c'est vraiment super cool d'avoir ce côté très communautaire. Mais voilà, on ne dit pas c'est communautaire parce qu'on se check simplement à la fin du cours. C'est Non, non. communautaire parce que ouais, il y a des gens qui apprécient être ensemble et qui viennent avec plaisir, même s'ils n'ont plus envie de faire de sport à certains moments, ils viennent parce qu'ils veulent se voir, quoi. Mais une salle de CrossFit, c'est un lieu de vie, hein. C'est ce qui différencie un petit peu aussi ça d'une salle de sport classique. C'est que c'est des gens, des choses où des gens, enfin, des endroits où les gens ont plaisir à venir. Il n'y a pas une box que je connais qui fonctionne bien où les gens viennent pas pour prendre un café simplement. C'est, enfin, pour moi, c'est un gage de qualité aussi, tu vois. Et puis à un moment, il faut se rappeler qu'on peut faire des choses, on peut faire quelque chose sérieusement sans se prendre au sérieux, tu vois. Voilà, faut que ça reste fun. Ouais, Et pour ce et qui est c'est des très soirées, difficile. pour ce qui est des soirées, je vais peut-être pas m'étaler dessus parce que nous, les soirées, notamment la boxe à Boulogne-Mouchy, elle part beaucoup trop loin. Donc, Est-ce que c'est pas le propre des bonnes soirées aussi, hein, on va pas se mentir. ah non, mais clairement, je prêche un convaincu. Bah écoute, je vais poser genre une ou deux petites questions là-dessus, puis je vais passer sur l'aspect plutôt compète. Ouais, bien sûr. Donc un exemple que j'avais, parce que je sais que c'est une difficulté que moi j'ai vécue et je pense que peut-être d'autres ont traversé ça aussi. Comment on fait lorsqu'on programme pour intégrer les demandes des adhérents? Et j'avais mis un exemple simple, c'était parce que je pense que c'est la grande classique. Ils sont souvent nombreux, tu vois, à demander des skills sur les muscle-up, par exemple. Ce que moi j'appelle les mouvements un petit peu à mettre entre guillemets gala. Mm. C'est-à-dire qu'au final, dans ton fitness global, t'en as pas besoin. Mais comme les gens voient ça voilà, beaucoup sur les vidéos, ou que pour eux, quelqu'un qui se débrouille bien, il doit savoir le faire, ils accordent une importance à ce genre de mouvement. Donc du coup, parfois tu te retrouves à en programmer sur des cours pour faire plaisir, mais tu te rends compte que comme les gens sont assez loin de les passer, bah, on fait du skill, mais ah voilà, tu vois, ils se suspendent aux anneaux, puis tu les vois faire du keeping, et tu sais que ça passera pas. Et puis une séance décorrélée d'un programme, bon bah tu sais que c'est beaucoup trop court. À l'inverse, sur ces cours-là, tu as ceux qui savent bien les faire qui se mettent aussi. Et donc du coup, bah, c'est un peu la démo de ceux qui gèrent par rapport à ceux qui ont déjà du mal à faire une pull-up aux anneaux. Donc en gros, toi, par rapport à ce genre de demande, quelle est ta recommandation? Est-ce qu'il faut créer des cours spécifiques, type gymnastique? Est-ce qu'il faut orienter plutôt vers du coaching individualisé? Est-ce qu'il faut se dire des fois, je mets un petit cycle spécifique dans un gros cycle pour faire plaisir aussi et puis pour travailler ça? En gros, toi, de ton expérience, quelle est Mm. l'approche qui te paraît la plus pertinente? Je vais être très sans langue de bois là-dessus. Pour moi, mettre ça dans une prog générale, c'est à ne pas faire. J'explique pourquoi. Encore une fois, un coach, c'est pas un ami. Donc simplement que des adhérents disent on veut faire ça, on veut faire ça, le faire, c'est pas la solution. Maintenant, c'est aussi un travail de collaboration de coaching. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que ton athlète a absolument envie de maîtriser, quelque part, pourquoi pas. Dire simplement, ouais, mais un muscle-up, ça te rend pas plus en bonne santé,
pour moi, c'est pas un argument suffisant pour dire que tu ne dois pas savoir faire le muscle-up, parce que si c'est un objectif qui te drive, c'est forcément quelque chose qui va être bénéfique pour toi, ne serait-ce que d'un point de vue accomplissement et psychologique à moyen long terme. Okay, en plus, c'est quand même un développement de l'athlétisme global qui est plutôt bénéfique. C'est vraiment quelqu'un qui fait un muscle-up, c'est quelqu'un qui a une certaine maîtrise de son corps, qui ne peut pas lui desservir. Ça, on est d'accord, qui se transférera à d'autres choses. Maintenant, le truc, c'est que tout ça, moi je fais pareil, je fais une espèce de contrat social, sportif, en expliquant, cool, vous voulez maîtriser ça, 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 ça coûte ça, ça, ça. Ok. Donc après, tu peux dire des règles un petit peu au pif, tu peux expliquer ça coûte tant de traction, tant de dips, ce qui entre nous n'est pas vrai. C'est-à-dire que on connaît tous des gens qui ne passent pas le nombre requis théorique de traction de dips avant de passer des muscle-up, des gens qui en passent 2 fois le nombre et qui n'arrivent pas à le passer, donc il n'y a pas de vraies règles et des corrélations. N'empêche que moi, c'est ce que je dis pour leur dire, ok, voilà l'implication que ça demande, tu ne passeras pas demain, et surtout, je veux pas devoir te flinguer les épaules parce que tu sais pas faire de traction strict, à te faire 600 kipis, donc des contractions dynamiques, sur un labrum qui sera clairement pas prêt à assumer ça. Okay, donc pour moi déjà, dans une preuve globale, non, parce que il faut passer tellement de temps dessus que ça te boufferait toute ta preuve. Okay, en plus de ça, tout le monde n'a pas envie de le faire, et en plus de ça, tu as un niveau qui est complètement hétérogène dans tes adhérents. Donc tu peux pas savoir quoi programmer. C'est pas vrai. Dire je vais faire ce programme, il aura le même effet pour tout le monde, ce n'est pas vrai. Donc déjà, pour moi, il faut mettre en place des cours spécifiques pour ça. Donc déjà là, c'est un premier filtre, parce que tu as uniquement les gens qui sont concernés qui vont venir. Et c'est là où, à mon sens, oui, les cours de boxe, pour moi, c'est pas mon intérêt à donner la programmation à l'avance. En revanche, ces cours spécifiques, dire voilà, on va bosser sur ça. Ça, c'est important parce que tu crées un premier engagement. Les gens savent pourquoi ils viennent. Et donc là, encore une fois, on a l'intention et l'attitude derrière. Je viens pour m'améliorer au muscle-up. Le cycle va durer 8 semaines, j'y serai tous les mardis à 18h parce que c'est important pour moi. Déjà, il se passe quelque chose. Ensuite, même au sein de ce cours-là, pareil, tu auras des niveaux différents. Donc là, je ne vais pas donner la réponse qui est, mais même pour moi, là, dans le cours spécifique, il faudrait donner des niveaux différents. Ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de dire, voilà, un niveau un peu avancé, un peu moyen, un peu débutant, et on met des standards. On dit, voilà, si vous passez tant de traction, tant de dips, vous êtes niveau débutant. Si vous passez ça, vous êtes niveau moyen. Si vous passez déjà le muscle-up et le nana, ok, vous êtes niveau ça. Donc c'est un vrai travail de programmation. Et du coup, la gestion de ton cours est un peu différente parce que le mec qui arrive dans le cours spécifique muscle-up pour s'améliorer, il en passe 10, il va en passer 15, et la personne qui en passe pas 1, tu peux pas leur faire le même exercice. Il y en a un qui est perdu dans l'histoire. Okay, donc le troisième filtre, et là désolé, mais oui, ce serait du coaching perso. Pour être au plus près des besoins de la personne et trouver le facteur limitant pour la personne. Parce que comment tu sais ce que c'est sans le tester à l'avance? Est-ce que c'est vraiment sa force? Est-ce que c'est juste sa psychologie? Est-ce que c'est sa technique? Est-ce que c'est, tu vois, est-ce que c'est son gainage? Est-ce que c'est le manque de force dans les épaules? Est-ce que c'est la transition? Enfin bref, il y a des centaines de facteurs qui font que tu peux ne pas passer X ou X mouvements, et à un moment, c'est du cas par cas. Donc vouloir dire, bon, on va faire un cycle pour tout le monde en espérant qu'il y en a 2 qui le passent à la fin, je sais pas si c'est la bonne réponse. Et pardon, mais à l'inverse, quand je vois des gens qui se voient, moi dans mon box, notre prof fonctionne, on a X qui passe des muscle-up. Non, c'est super, t'as des gens qui passent des muscle-up, je suis content, mais ces gens-là, ils les auraient passés de toute façon. C'est pas, si t'as pas fait un travail spécifique pour, ne dis pas que c'est grâce à ça. C'est pas vrai. Ouais, c'est le principe presque des gens un peu talentueux. Hein. C'est une discussion que j'ai déjà eue aussi justement avec des coachs. C'est que se dire, parfois, si tu as envie de te remettre un peu les pieds sur terre, tu sais que tu as certaines personnes que tu coaches, elles auraient pu être coachées en début de carrière, en tout cas par n'importe qui, et ça aurait pu donner presque la même chose parce que tu as des mecs qui sont juste déjà prêts physiquement, qui sont en plus un peu talentueux puis bosseurs, et ils ont juste besoin de prendre confiance en eux, d'avoir un cadre, et puis ça part. Le coach fait pas d'athlète, jamais. Le coach, c'est un guide, c'est un atout, mais c'est pas lui qui fait l'athlète. C'est pas vrai ça. Je parle d'athlète de haut niveau là. Non, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et, par contre, un coach, il peut ruiner l'athlète. Ça, c'est vrai aussi. Oui, ça, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Et sur tous les plans d'ailleurs, hein, parce que tu as des très bons, comme on se disait tout à l'heure, hein, tu as des très bons entraîneurs d'un point de vue technique ou connaissance. Et il y a plein d'exemples, j'en ai quelques-uns en haltéro en tête, des mecs parfois qui ont été de très bons athlètes, qui ont eu des très gros parcours, mais qui veulent appliquer un petit peu trop stricto sensu ce qu'ils ont fait et ce qui a fonctionné pour eux, et qui brisent en fait un petit peu les athlètes dont ils s'occupent, puisque eux ne fonctionnent pas de la même façon, et
Et c'est difficile, quoi. Effectivement, comme tu disais, hein, il y a une très grosse notion d'échange et d'adaptation, quoi. L'athlète, il sera pas toujours, enfin, tu pourras pas toujours changer la personnalité d'un athlète, alors que toi, tu dois adapter la tienne à la personne. Ça marche Complètement. beaucoup plus dans ce sens-là, je trouve. Un bon coach, à mon sens, c'est quelqu'un qui a une grosse boîte à outils, pardon, et qui, au fur et à mesure de son expérience et de son apprentissage, met de plus en plus d'outils dedans. Donc ça passe par écouter des podcasts, comme le tien par exemple, regarder regarder je ne sais quelle étude, faire des formations en pagaille, lire des articles, lire des bouquins, etc. Et c'est aussi savoir choisir le bon outil au bon moment pour la bonne personne. Et ça, c'est l'expérience, à un moment. Ça, c'est savoir que là, il nous faut un tournevis et pas un marteau. Et ça, c'est un bon coach. Un coach qui te dit, bah moi j'ai toujours eu un marteau dans ma boîte à outils, j'ai toujours fait avec le marteau et ça a marché. Ouais, super, mais il y a quelqu'un pour qui ça marchera pas un jour. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux réagir comme un instructeur, dire bon, bah, ça marche pas pour cette personne, tant pis, suivant, moi je prends pas ce type de personne. Ok, super. Et dans ce cas-là, t'es pas un coach, t'es un instructeur. Ok? Je n'ai aucun doute qu'il y a des gens qui ont fait une méthode toute leur vie et que ça a fonctionné hyper bien, et même que ça a fonctionné très très bien pour des gens qui fonctionnaient comme eux. Moi, je veux voir tous ceux sur qui ça n'a pas fonctionné. Et pourquoi? C'est vraiment ça. Et je pense que moi j'aime bien cette analogie du voilà. Le bon coach, c'est celui qui a une boîte à outils, qui passe son temps à rajouter des outils dedans, qui sait quel outil choisir, à quel moment. Ouais, c'est un vrai sujet. Moi, je pense qu'effectivement, un entraîneur ou un athlète, voilà, qui réussissent ensemble, c'est avant tout le fruit d'une collaboration réussie sur tous les points. Vraiment, alors tu vas le comprendre par la suite parce qu'on y arrive. J'ai quelques doutes là-dessus, autant que pourtant je peux trouver ça intéressant. On arrive dans le cas des compétiteurs Ouais. et donc des progs qui sont plutôt pour des compétiteurs, mais qui seraient, je vais pas dire généralistes, mais qui du coup sont pas des progs individualisés. Ouais. À la base. Donc je vais repartir un peu sur des généralités d'abord pour planter un petit peu le décor. Pour toi, quels sont les grands principes de la planification dans le cadre d'un sport avec saisonnalité, puisqu'on on en parlait tout à l'heure. Donc admettons, je fais de l'haltéro ou je fais du crossfit, mais j'ai une saison, je sais quelles sont mes échéances. Et bah, tout ça, c'est ce qu'on appelle la rétro-planification. C'est-à-dire que tu pars d'une échéance sportive et de là tu remontes à aujourd'hui et tu comprends toutes les étapes par lesquelles tu dois passer entre ton échéance sportive et maintenant. D'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est là que tu te rends compte que parfois tu vois, tu as 3 mois devant toi, tu te dis 3 mois c'est long, et tu te rends compte que c'est très 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 court. Et tu te rends compte qu'en 3 mois il se passera pas grand chose en athlète d'un certain niveau, à part la mise en confiance technique et physique, mais il n'y aura pas une nette amélioration physique. Voilà, c'est pas le sujet. Mais la principale chose, c'est la planification. Donc, tout simplement, la réponse est dans la question, c'est trouver des échéances sportives, lesquelles sont importantes, lesquelles sont juste des étalons de test, et organiser toute ta planification autour de ça, avec des phases plus ou moins intenses, des phases plus ou moins de volume. Et voilà. Ouais, non, ça, c'est compliqué, hein. Quand tu as l'impression que tu es large et que tu fais tes macrocycles, tes mésocycles, tes trucs que tu découpes et que d'un seul coup tu as un trou au milieu. Tu te dis bon, comment je fais? C'est des vacances, c'est un truc, putain, qu'est-ce qu'on fout dedans, merde. Non, c'est compliqué. Et c'est là où ça va. Alors, je le cite à chaque fois, ça, mais je l'avais lu dans la préparation physique moderne à l'époque de ça, de livres. Oui, Il ouais, y je avait l'ai une lu. phrase où il disait voilà, le meilleur outil d'un programmateur, c'est un crayon et une gomme. Et enfin, un programmateur, coach en général, et c'est tellement vrai. C'est-à-dire que tu as un plan et t'es sûr que ça va être foutu en l'air à un moment. Donc, t'y attaches pas trop. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas faire de plan. Ouais, non, mais bien sûr. Et puis ce qui est super difficile, c'est de savoir quand l'utiliser, la gomme et le crayon, parce que remettre en question quelque chose et le modifier, quand est-ce que quelque chose qui ne fonctionne pas à la base nécessite plus de temps et qu'il faut lui laisser sa chance au produit, entre guillemets, tu vois. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai déjà observé aussi, plutôt chez des gens qui se géraient eux-mêmes, qui font une prog ou un truc X ou Y, ou qui ont un coach, et ça marche pas assez vite, et ils changent. Et à l'inverse, des fois, tu vois, c'est difficile de dire est-ce que le problème vient de la programmation, vient du coach, ou est-ce que c'est juste que la temporalité, pour l'instant, elle n'a pas été suffisamment explorée, et que donc, il est trop tôt pour voir si ça fonctionne ou pas. C'est dur de savoir quand est-ce qu'il faut remettre les choses en question. Complètement. Bah après, ça, c'est des profils de personnes un petit peu anxieuses, carrément, tu les vois, hein, qui sautent d'une programmation à une autre, qui sautent d'un coach à un autre parce qu'ils n'ont pas les effets escomptés en 3 semaines. Bon, le problème vient d'eux. Hein. C'est pas grave, c'est pas d'eux des mauvaises personnes, mais le problème vient d'eux et il y a un vrai travail à faire là-dessus. Mais c'est un problème qui est plus général qu'une certaine programmation sportive, c'est une attitude générale dans la vie en fait. Mais dans ces cas-là,
c'est vraiment un avatar client qui est très difficile à prendre en compte pour les coachs et pour lequel il y a beaucoup de travail psychologique. J'en ai eu, des gens comme ça. Voilà, c'est un fait, et des vraies conversations à avoir. Et c'est d'ailleurs des profils avec lesquels tu vas pas du tout avoir la même attitude que quelqu'un de plus relâché. C'est quelqu'un avec qui tu vas être beaucoup plus directif et beaucoup plus, pour le coup, beaucoup plus capitaine à soldat, quoi. Je trouve qu'en plus, même ça, c'est assez difficile parce que effectivement, il faut avoir ces discussions, comme tu dis, je suis d'accord, parce que moi, je différencie bien les gens qui, entre guillemets, vont changer trop vite parce que voilà, il y a de l'anxiété, peut-être qu'ils se stressent, peut-être que voilà, ils espèrent un effet miracle. À l'inverse, des gens qui sont beaucoup plus dans une pratique loisir, même s'ils font un peu de compète, on va dire compète loisir, Mhm. et qui juste aiment changer de prog tous les 6 mois, un an, à la fois parce qu'ils sont curieux, et en même temps parce que bah voilà, il y a des progs à la mode et ils ont envie de tester, ils ont envie de se faire un avis, ils aiment bien, et ils sont moins en attente de résultats, ils sont plus en attente de renouvellement, tu vois, de nouveautés, de juste casser un peu leur routine, même si au final ils vont aussi faire des pull-ups et des thrusters, hein, mais c'est juste que ça va être dit autrement, ça va être fait autrement. Mais moi-même après à titre perso, hein, tu vois, au début quand je faisais un peu de prog, j'ai suivi de training plan, j'ai suivi Prepare plus récemment, j'ai suivi Ben Bergeron, évidemment, c'est aussi un incontournable. Et si je prends le positif, il y a plein de choses que j'ai pris à droite ou à gauche que j'ai trouvé bien foutues, dont je me resserre aujourd'hui. Des choses qui étaient un peu plus banales, dont je me sers moins. Et pour autant, c'était pas que j'étais une girouette, hein, c'était juste que j'avais envie de changer, j'avais envie d'apprendre, j'avais envie de voir ce qui se faisait ailleurs. Et ça, c'est un truc dont tu dois discuter avec les gens parce que ils ont pas forcément le même regard sur un changement de prog, quoi, tu vois. C'est pas Il toujours y a, motivé par les mêmes choses. Ouais, alors en fait, il y a deux choses là dans ce que tu dis. Bon, il y a la vision de toi en tant que coach qui veut voir un petit peu ce qui se fait à droite à gauche, donc c'est presque de la, comment ça, c'est presque de la décence professionnelle, et à la limite, pourquoi pas. Maintenant, pour des gens qui passent d'une prog à l'autre ou d'un coach à l'autre comme ça, quelque part, ils font ce qu'ils veulent, si tu veux. Ils font ce qu'ils veulent, et il n'y a aucun mal à ça. Si ça te fait kiffer, pourquoi pas. Simplement, derrière, ne t'attends pas à avoir les effets escomptés d'une dite programmation ou d'un dit travail si tu n'y as pas laissé sa chance au produit. C'est-à-dire, si tu me dis j'ai fait ça 2 mois, j'ai arrêté, je sais plus, ça a rien donné. Ouais, 2 mois, 8 semaines, 60 jours, c'est rien, c'est pas assez. D'accord? Reste un an et ensuite dis-moi que ça marche ou que ça marche pas pour toi, mais pas 2 mois. Ok? Donc c'est juste être honnête avec ça. C'est juste, voilà, j'ai changé parce que moi j'aime bien changer, mais pas me dire tous les 2 mois ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Oui, mais attends, calme-toi 2 secondes, ça se fait pas comme ça. C'est long, c'est long. Et après, ça c'est un petit conseil pour tous ceux qui font du suivi individuel. Quand vous avez des athlètes comme ça, il y a une vraie conversation à avoir au début. Et il y a autre chose, c'est un contrat. Je parlais très clairement, c'est un contrat chiffré avec un engagement financier. Parce que c'est juste ça qui va tenir ces gens-là en disant voilà, si tu t'engages avec moi, tu t'engages pour un an. Et si tu résilies, tu as tant de frais de résiliation. Et c'est con, hein. Mais ces gens-là, au moins, tu sais que tu auras le temps de travailler, de développer quelque chose. Et que leur anxiété sera gommée par le fait que, bah non, de toute façon, je suis dedans les deux pieds jusqu'au cou. Donc, il y a un moment, il faut que je continue et tu peux travailler un peu avec ces athlètes. Mais sinon, c'est un casse-tête parce que tu passes tout le temps à les rassurer. Et tu peux pas avoir cette attitude. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, tu vois, parce que je pense que cette approche un peu engagement, elle peut ne pas plaire, et je comprends pourquoi aussi, hein. Et en même temps, je la trouve très intéressante parce que tu vois, moi, à titre perso, je fais des saisons, donc je Ouais, sais quand ça démarre et je sais quand ça se termine, hein. complètement. Ça dépendra pas, si ça peut dépendre des qualifs, mais tu vois, moi, je sais que je ferai toujours certaines qualifs, a priori. Donc, bon, en gros, j'ai une temporalité qui est clairement définie. Par contre, je trouve ça intéressant, en gros, d'avoir cette notion d'engagement parce que moi, j'ai le sentiment aussi que le problème, la petite limite des progs en ligne, c'est que comme tu peux payer et résilier quand tu veux, c'est devenu une consommation, comme je pourrais aller sur un site et m'acheter une ceinture, tu vois. On n'est plus dans une réflexion globale avec effectivement une temporalité, comme on se disait tout à l'heure avec les objectifs smart. Là, on est dans de la conso, quoi, pur et dur. Complètement. Et donc, du coup, bah, effectivement, ça perd de son sens, quoi. Complètement. Et alors, encore une fois, c'est pas grave. C'est juste, faut comprendre ce qu'on fait. Comment on fait. C'est juste ça. D'accord. Et donc, par curiosité, tu fais quoi? Tu fais un vrai contrat? C'est-à-dire que tu as une vraie, je sais pas si c'est un vrai contrat ou si ça s'illustre plus comme une espèce de charte, tu vois. Mais c'est une discussion que tu as comme ça à tête reposée avec les gens à chaque fois et vous vous engagez. Euh,
C'est une discussion. Alors, c'était une discussion. C'est une discussion très franche. Alors, le truc, c'est que plus tu avances, plus tu attires le type de personne qui te correspond un peu aussi, je pense. Donc, si tu veux, j'ai jamais eu vraiment de problème, pour être tout à fait honnête. N'empêche que, pour rien te cacher, le contrat, je le rédige là, signé, pour lequel, voilà, il y a certaines choses, parce que comme ça, en fait, t'as pas à t'en préoccuper, et c'est clair pour les deux. Mais ce contrat, c'est des engagements aussi de la part du coach, hein. Attention, hein, vous avez suivi à l'heure, vous avez consultation, vous avez bref, vous avez tout ce qu'il faut. Euh, mais le contrat, il est pour les deux, en fait. Si c'est pas un contrat signé, c'est en tout cas systématiquement une discussion très franche, très claire, sans ambiguïté, où est tout de suite dit dans les yeux, voilà, tu t'engages pour tant de temps, est-ce que tu comprends? Oui, non, cool. Est-ce que tu comprends que si tu arrêtes, il y aura des résiliations? Oui, des frais de résiliation. Oui, non, cool. Est-ce que tu comprends que ça se fait sur le longueur? Oui, non, cool. Et de toute façon, au bout d'un moment, les gens qui viennent te voir, ils savent pourquoi ils viennent te voir. C'est... En fait, il y a un moment, un autre truc aussi, c'est quand tu prends un coach en particulier, c'est un autre coût financier. Okay, c'est pas une prog à 30 € par mois. Donc, donc rien que ça, si tu le fais, généralement, c'est pas pour un mois ou deux. Tu as prévu, tu as budgété un peu de trucs, et puis tu dis, ok, c'est un engagement qui va prendre un peu de temps, et tant mieux, quelque part. Mais ces conversations, quand je les ai, j'ai jamais eu quelqu'un qui buguait en disant, oula, attends, non, un an, on verra. Non, c'est toujours, oui, grave, je suis à fond, on y va, c'est parti. Et si c'est pas le cas, dans ce cas-là, en ce qui me concerne, je dis, ok, cool, reviens vers moi quand ce sera le cas. Parce que c'est pas méchant du tout, c'est juste que cette personne-là n'est pas la bonne personne. Euh, c'est une personne qui ne correspondait pas à un avatar client que je peux coacher pour l'instant. C'est-à-dire que moi, je vais perdre mon temps, et je vais lui faire perdre le sien aussi, et je vais lui faire perdre son argent, et j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de me saigner pour quelqu'un pour qui ça fonctionnera pas, qui est pas fondant, et à l'inverse, j'ai pas envie que quelqu'un me donne de la thune pour un truc où il est pas fondant non plus. On est tous perdants. Comme tu as dit, c'est une collaboration. Donc, le premier truc, c'est est-ce que tu as envie? Ouais, grave. Toi? Ouais, moi aussi. C'est parti. Ça me pose plein de questions, plein de réflexions internes, mais c'est top. Je poursuis du coup un petit peu sur le même sujet. De ton expérience toujours, à quel moment ou quand est-ce qu'il faut estimer qu'on doit se tourner vers une programmation complémentaire? On a évoqué jusqu'à maintenant qu'il y avait l'envie, hein, des gens Ouais. qui veulent passer un palier et qu'effectivement, du coup, la programmation de leur box, ça remet pas en question sa qualité, mais elle sera peut-être un petit peu trop généraliste pour aller travailler ses points faibles. Mais en gros, quand est-ce que je peux me dire que je suis légitime pour me lancer dans une programme? Tu parles d'une prog individuelle? Ouais. C'est la même réponse. Pour moi, c'est l'envie. C'est l'envie parce que tu as des gens qui vont avoir un très bon niveau et qui auront jamais envie d'avoir une prog individuelle parce qu'ils aiment bien faire des trucs à droite à gauche avec leurs copains et tout. Et c'est tout à fait légitime. Encore une fois, c'est une question d'avatar client. C'est vraiment, il y a des gens qui adorent avoir leur truc individuel pour eux et tout, et que c'est ce qu'ils aiment faire. Et il y en a d'autres qui diront, non, moi, je sais que c'est forcément moins optimisé si je fais le web de ma box et tout, mais j'ai mes potes et ça me va. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Est-ce que ces gens-là progresseront moins vite qu'avec un suivi actif? Oui, bien sûr, c'est pas fait sur mesure. Mais ils ont envie de le faire. Donc à partir de là, c'est génial qu'ils restent là-dedans. Et encore une fois, quelque chose auquel tu crois t'amènera probablement plus loin que quelque chose de parfait dont tu as moins envie. Ok? Donc encore une fois, le facteur numéro un, c'est ça, c'est est-ce que j'ai envie de le faire? À partir du moment où t'expliques, ouais, moi j'ai envie, genre je veux un suivi individuel, c'est bon, t'es la bonne personne. Mais on parle de compétiteurs, mais je rappelle ça, ça dépend pas du tout du niveau. Parce qu'on parle de compétiteurs en crossfit, mais dans les suivis que j'ai encore une fois pas de crossfitters du tout, il y a tous les sports. Et il n'y a surtout pas que des compétiteurs dans les X sports. J'ai des gens qui me voient, bonjour, je veux me remettre à la course à pied, mon but c'est de tenir 30 minutes sans m'épuiser parce que j'ai pris du poids. Est-ce que tu es le bon coach pour moi? Et la réponse est oui, bien sûr, j'adorerais t'aider. Et cette personne-là, est-ce qu'elle est compétitrice? Compétiteur? Non. Est-ce que à un moment elle sera rentrée dans une compétition en crossfit, course à pied ou je ne sais quoi? Probablement pas. Est-ce que c'est la bonne personne pour avoir un suivi sur mesure? Oui, parce qu'elle en a envie. Voilà, moi j'ai besoin de quelqu'un qui me dise quoi faire pour moi, qui m'accompagne moi et qui sache ce qui est le mieux pour moi. Et voilà, c'est tout. C'est juste l'envie. Il n'y a pas de, il y a pas de moment pour moi où ah bah ça y est, j'ai coché telle ou telle case, je suis apte à faire du suivi individuel. Non, c'est pas vrai. C'est ce que tu as envie.
Écoute, j'avais des questions prévues, mais je vais couper un petit peu, puisqu'au final, on y a déjà un petit peu répondu, parce que par rapport à tout ce que tu es en train de me dire, moi, il y a une question vraiment qui me vient en tête de façon assez évidente, c'est qu'en fin de compte, puisque le calendrier, il est toujours différent d'un compétiteur à un autre, puisque, voilà, en fonction de, comme on se disait tout à l'heure, si je fais une compète régionale ou si je fais les French, la temporalité, elle sera pas du tout la même, donc les cycles, forcément, ils doivent être faits d'une autre façon. Et que du coup, par exemple, aussi, mes cycles, je les construis personnellement sur mes lacunes ou sur ce que je dois améliorer, sur ce que je dois aussi entretenir. Est-ce que c'est cohérent, ou en tout cas, quel est l'avenir des programmations que tu fais en plus de celles de ta box, puisqu'elles ne sont pas individualisées? Est-ce qu'elles ont réellement un intérêt? Ah, Si les oui, progrès lequel? générales. Bah oui. Je pense sincèrement qu'elles ont un intérêt si elles sont bien construites, parce que c'est pas un interrupteur, on n'est pas en train de dire que c'est programmation individuelle ou rien. Est-ce que tu vas avoir des résultats avec une prog générale, si elle est bien construite? Oui, probablement. C'est juste que X prog, elle aura sur 100 personnes, probablement 100 effets différents, et donc 100 adaptations différentes, tout simplement. C'est-à-dire que cette prog n'a pas été construite pour toi. Est-ce que ça veut dire qu'elle est mal construite? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire qu'elle te fera pas progresser? Non plus. Elle te fera probablement progresser. Est-ce que c'est optimal par rapport à tes besoins? Non. Parce que la vraie question, c'est ça, quoi, c'est de se dire, comme la majeure partie, en tout cas, moi j'en connais très peu de box qui n'obligent pas les adhérents qui font du free access à faire aussi un certain nombre de cours dans la semaine, pour rester justement connecté un petit peu à la vie de la salle, aux autres, etc. Enfin bref, moi c'est une décision que je comprends tout à fait. Bien sûr. Mais du coup, je fais la programmation de ma salle, plus une programmation généraliste non individualisée en parallèle. C'est toujours un peu compliqué. Et puis moi, j'ai déjà eu le cas en tant qu'honneur, tu vois. Je vais avoir des gens qui vont me demander sur le cours général d'adapter un petit peu, parce que après, dans le truc de Ben Bergeron ou d'Invictus, il y a aussi des trusters et du coup, ça les arrange pas, quoi. Bien sûr. Donc t'as plein de... Là, je prends un cas, une dérive, hein, mais en l'occurrence, je trouve que c'est pas facile, puisque comme l'adhérent, il est lui-même pas forcément coach, comment il fait pour Ah non, mais conjuguer les deux? c'est le bordel. C'est en ça que je dis, honnêtement, pour une box, c'est le bordel. C'est soit la personne a sa prog individuelle, et dans ce cas-là, elle fait ses choses, et c'est super. Soit, à mon sens, bon après, encore une fois, ça engage que moi, vraiment. Soit, à mon sens, il faut créer un groupe compétiteur. Et nous, c'est ce qu'on fait. Et dans les groupes compétiteurs qu'on a créés, qui sont pour le coup pas de la prog indiv, on n'a pas 60 000 là, mais c'est une prog pour le groupe, avec des options pour chacun bosser la cube, mais encore une fois, ça peut être prog indiv et tout ça. Pour le coup, dans cette prog indiv, sont inclus des WOD de la box pour rester soudés avec cette communauté. Déjà parce que vraiment, c'est pas une prog de niveau, si tu veux, c'est pas des Rich Rony, c'est pas des Willy George, donc voilà, ce que ça coûterait de se distancier de leur communauté n'est pas justifié à mon sens. Et deux, parce que moi à un moment, je veux que les gars, quand ils aillent en compète, les gens qui font pas de compète, ils ont envie d'y aller pour les applaudir. S'ils les voient jamais parce qu'ils sont juste là le mercredi soir avant des compètes, non, ça m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Mais de toute façon, ils en ont envie. Donc pour moi, alors c'est un casse-tête d'un point de vue programmation, mais c'est intégrer d'une façon ou d'une autre, même en twistant un petit peu, des cours avec les adhérents qui sont non compétiteurs, loisirs, pour ta communauté. Mais alors là, on parle vraiment, en fait, on est sur plusieurs tableaux là, parce qu'on parle vraiment d'un côté gestion, même presque marketing ou communautaire d'une box par rapport à une programmation pour des athlètes individuels. C'est deux choses très différentes. Ouais, je comprends, et en même temps, c'est jamais tout à fait décorrélé, je trouve, parce que là, quand on va vraiment dans l'organisation des salles, la plupart des salles, le coach, soit il paye une programmation, s'il n'a pas forcément le temps de la faire, ou juste il se sent pas forcément de le faire, hein, il peut y avoir plusieurs raisons, ou alors il est programmateur lui-même et il fait la prog de sa salle, et en même temps, il est honneur de sa salle, donc il est aussi garant, tu vois, de la bonne organisation, de la cohérence entre guillemets des cours. Et moi, pour l'avoir vécu, vraiment, c'est très difficile. Effectivement, la question, elle se pose souvent de se dire, est-ce que je crée un truc compétiteur? Moi, je l'ai fait. Le problème, c'est que j'avais des gens qui s'inscrivaient, qui avaient entre guillemets le niveau requis, mais pas d'autres. Sauf que parfois, c'était des groupes déjà existants. Et si on prenait des critères, il y avait la moitié du groupe qui était éligible et pas l'autre. Donc, du coup, ils venaient dire, bah oui, mais moi, je veux continuer à venir avec mes copains. Alors, même si toi, tu dis, oui, mais c'est qu'un seul cours par semaine. Et tu te retrouves finalement à devoir trouver un compromis entre tes convictions, entre guillemets, sportives, Ouais. et le côté honneur. Et je pense que c'est une vraie problématique que plein de gens ont, parce que à la fois, tu as envie de faire plaisir, et en même temps, tu as envie de tenir bon, parce que tu sais que ta décision, elle est motivée, elle a été réfléchie, etc.
Et tu peux pas tout à fait décorréler, quoi. Tu peux pas te dire, j'ai une casquette honneur et j'ai une casquette programmateur, puisqu'en général, tu as les deux sur la tête en même temps, quoi. Ouais, mais là pour moi on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a un moment t'es aussi un coach, pas un ami. Et moi quand on fout des standards pour des compétiteurs, X c'est pas pour vous embêter, c'est pour vous protéger. C'est-à-dire que si vous passez pas ça, ça et ça, vous n'allez pas assumer le volume de mouvements compétitifs et le nombre de contractions dynamiques par semaine sans à un moment vous cramer ou vous faire mal. Donc non, je ne te prends pas dans ce groupe-là pour l'instant, pas parce que j'ai pas envie, juste parce que justement je t'aime bien et j'ai pas envie de te fracasser. D'accord? Et quand tu le formules comme ça, déjà que tu comprends que la personne comprend que tu es de son côté, il y a toujours la barrière de l'émotionnel, il y aura toujours le ouais, mais quand même j'ai envie, oui d'accord, mais montre-moi que ça tu sais le faire et t'es bien. Et communiquer comme ça, on n'a jamais eu de gros problèmes. On a des frustrations, bien sûr, tu pourras pas les éviter. Ça fait partie des trucs, il faut avoir un peu la peau comme du cuir et, comment dire, un peu camper sur ses positions et dire voilà, en tant que coach, je ne prends pas cette responsabilité de t'accueillir en tant que compétiteur si tu peux pas passer 3 tractions strictes et tout ça parce que tu vas te faire mal en fait. Ce sera pas possible. C'est pas cohérent. D'accord? Cet entraînement ne sera pas fait pour toi et sera au risque de ta santé tout simplement. Non, mais tu vois, je pense qu'en tant que, voilà, que honneur ou que jaune honneur, par exemple, c'est rassurant d'entendre ce genre de témoignage, tu vois, pour voir que les réflexions, elles sont souvent un peu les mêmes et que, y a, en gros, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a des mauvaises réponses, je pense. Mais bon, en fait, voilà, c'est des questions légitimes qu'il faut se poser. Il y a plusieurs possibilités qui peuvent mener sur des trucs plutôt bien. Ça me fait penser d'ailleurs, du coup, par rapport à ce que tu disais là juste avant, est-ce que c'est, du coup, cohérent, par exemple, de laisser des gens venir faire leur prog généraliste non individuel uniquement en free? C'est-à-dire si on se dit, ben oui, c'est trop le bordel et les gens veulent absolument faire ça, je peux pas les en empêcher. Est-ce que je peux les laisser faire? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Moi, j'ai mon avis sur la question, mais... Alors, encore une fois, je vais en 3 temps. La première chose, je suis pas honneur de boxe, donc je peux pas parler au niveau des honneurs, parce que je vais me faire taper dessus et je comprends. Chacun leur façon de gérer, et je suis personne pour dire ce qui est bon ou mauvais. Je pense que ça dépend des box. Ça dépend vraiment de l'esprit de la boxe. Les box énormes où il n'y a pas... C'est le cas, il n'y a pas une réelle communauté, il y a beaucoup d'adhérents, et voilà, chacun fait son truc et c'est pas un problème. Il y a des box où la communauté est ce qui vraiment fait produit d'appel. Donc il y a un peu de cas par cas dans cette histoire. Maintenant, d'un point de vue général, et juste en fait, pour mon opinion, moi je pense que c'est une mauvaise chose. Je pense que c'est une mauvaise chose parce que pour moi, le plus important dans une structure, mais on parle de CrossFit et de boxe, mais en fait on parle de n'importe quel business, c'est l'identité. C'est l'identité, et l'identité, si chacun commence à faire son truc de son côté, elle est flinguée, tout simplement. Et aussi bonne la prog que fasse l'athlète, même s'il fait un truc qui est super bien ficelé et tout, ouais, ok, n'empêche que je sais que moi, dans ma structure, pour les compétiteurs, je leur dis non. Je te demande, non, bien sûr, mais c'est normal. Si tu veux, bien sûr que les gens veulent essayer des choses. C'est tout à fait normal. Et je serais peut-être le premier à le faire. Et je sais que tu ne fais pas forcément des copains dans ces cas-là. Mais j'explique, non, non, ici, on a créé ce groupe-là et tout, on adorerait t'avoir avec nous. S'il y a des idées qui viennent et des choses que tu penses qui seraient justifiées à intégrer, tu vois, après c'est toujours un peu brossé dans le sens du poil, viens, on en parle. Mais est-ce que tu comprends que nous, on a envie de maintenir une communauté soudée, un groupe compétiteur soudé, et qu'on soit tous une bande de copains qui fassions les choses ensemble? J'ai vraiment la réponse, la personne répond, bah oui, je comprends très bien, c'est cohérent, tout simplement. Donc je pense pour que l'ambiance soit saine dans la cohésion, c'est pas une bonne chose que chacun fasse une prog générale de son côté. Aussi bonne cette prog soit-il. Oui, oui, ce qui n'est pas forcément la question au final, hein. C'est clair. Ah non, c'est vraiment pas la question, les trucs sont super bien faits. Bah écoute, je vais passer sur des questions pour conclure déjà, parce que c'est yes. Super, on a parlé de plein de trucs, je suis très contente. On n'aura pas parlé de programmation finalement? Non, très, très rapidement, effectivement. On va en reparler là sur les 2-3 dernières questions. Ma première, du coup, si tu devais, donc là je me place encore vraiment plus du point de vue de ton expérience, mais quelles sont selon toi les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on programme pour sa boxe? Il y en a une, c'est se laisser dicter par le marché et pas se demander pourquoi on écrit ça sur le tableau à chaque séance. Donc c'est ce qu'on disait au début en fait. C'est l'analogie du mec qui se pointe chez Toubib, qui a vu une pub pour tel médicament, qui dit voilà j'ai tel symptôme, le médecin lui explique ok très bien, je suis médecin, je vous explique que c'est ce médicament là, et que lui dit non moi je veux celui-là, il a l'air plus cool. Oui mais moi je vous dis que c'est celui-là, non mais je veux celui-là, et le médecin qui cède et qui dit ok, bah je vous donne celui-là, pas de soucis. Pour moi quand on cède au culte
tout à fond, tout intensité, tout 3 frames tous les jours, on cède à ça. C'est-à-dire qu'on sort dans notre casquette de coach, on cède à la pression et on s'est jamais demandé pourquoi on le faisait. Et là, ça devient un problème. Et en fait, avec toutes les informations qu'on a là-dessus aujourd'hui, que ce soit le cas il y a 5 ou 10 ans, soyons honnêtes, personne ne savait ce qu'il faisait en CrossFit. Ok. Mais aujourd'hui, il y a tellement de ressources et tellement, on commence à avoir un peu de recul, qu'il y a des choses, on sait que c'est au détriment de la progression et de la santé des gens, que c'est en fait, juste simplement, on leur fait pas le bien en fait, alors qu'ils sont là pour ça. Donc, je suis pas vraiment, j'ai des expériences comme ça, j'en ai 50 000 où je me pointe un peu plus à l'étranger pour être honnête, où on n'est peut-être pas coach, enfin, c'est à peu près celui de voile en boxe et coach machin, où je vois des trucs, mais t'as 4 séances d'essai dans le fond qui ont une barre qui essaie tant bien que mal de la mettre sur les épaules n'importe comment, parce que dans le wood, t'as du snatch, des wall balls, des muscle up et des clean, et que, évidemment, en une heure, t'as pas le temps d'apprendre tout ça, et que c'est un peu, bon, bah, c'est pas grave, la personne prendra en cours et se démerdera, oh, bah, c'est pas super bien mouvement, c'est pas grave, oh, bah, c'est bon, on a le dos un peu rond, oh, mais non, en fait, non, non, ça, c'est nul, et ça, c'est pas faire ton travail de coach, ça, c'est le culte de la médiocrité, et ça m'énerve, si tu veux. Donc, pour moi, se laisser dicter vraiment par le marché et par ce qui a l'air sexy sur les réseaux sociaux et vouloir tout prix foutre dans sa box, ça, c'est une erreur et c'est pas prendre ses responsabilités en tant que coach. Pour moi, il faut beaucoup plus de courage en tant que coach de dire non, les gars, on va pas faire Murph lundi, Fran mardi et tel ou mercredi parce que ça a l'air sexy et que, encore une fois, ça fait super bien sur Insta et regardez ici comment on est chaud et les gens finissent allongés par terre et tout. Mais en quoi c'est un gage de réussite et d'intelligence d'entraînement? Genre, en quoi? Ouais, mais ils adorent ça, ils adorent s'amuser. Oui, mais c'est pas ça le but. C'est aussi ça, bien sûr, le fun, c'est aussi ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de le faire plus intelligents où, en plus de les divertir, tu vas faire ton job de coach et tu vas les faire progresser et les rendre en meilleurs? Voilà. Ouais. Pour moi, c'est ça. Et combien de fois, hein, il y a un moment, c'est ce que j'explique un peu au début aussi, je dis voilà, pour ceux qui coachent le tout de suite, je leur dis combien de fois vous regardez un adhérent dans un WOD perdu et vous vous dites si ce personnage je l'avais en coaching perso, jamais de la vie je l'aurais fait faire cette séance. Le problème c'est que parfois tu auras tout ton groupe et sur 12, tu en as 8 ou 9 à qui tu dis ouais, cette séance elle est pas faite pour eux. Bah là il y a une erreur de programmation. Parce que si quand tu as 90% de ton groupe, tu peux pas faire la séance comme tu l'entends, il y a un problème. Ouais, bah c'est ce qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, enfin c'est ce que toi t'as évoqué clairement en tout cas. Enfin voilà, en gros si on résume, il faut que tu programmes, alors je sais plus comment je l'avais écrit, ouais c'était ça, programmer pour la majorité et scaler pour les autres quoi. J'aime pas effectivement comme toi ce côté un peu événementiel, moi je trouve quand t'es dans une box depuis longtemps, c'est inquiétant en tant que coach de voir un WOD sortir sur internet dans les progs des uns et des autres ou dans la prog d'athlètes internationaux super connus et que la semaine suivante il est dans ta prog. Parce Bah, déjà, qu'effectivement, quand je c'est que planifie. t'as pas de plan à long terme, en fait. Ouais, bah alors c'est exactement C'est-à-dire, si ça. tu regardes pas, si tu programmes pas un peu à un mois, 6 semaines, 2 mois à l'avance, où tu saches un peu la cohérence du truc, c'est un peu bizarre pour moi. Enfin, tu peux pas avoir une cohérence si tu programmes semaine en semaine. Ou alors, vraiment, t'es hyper expérimenté et t'arrives à savoir un peu ce que t'as fait avant ou comprendre, tu peux les emmener, mais non, tu vas forcément avoir des doublons et des choses qui sont trop travaillées ou pas assez travaillées. Si t'as pas un peu de recul sur ton puzzle, ça va être compliqué. Et si tu programmes au jour le jour et tu dis, oh, ça c'est cool, on est jeudi. Mais non, attends, on est lundi, tu sais pas ce que tu fais jeudi, mais n'explique pas que t'as programmé correctement, c'est pas vrai. Genre, c'est pas vrai. Ouais, non, mais Tu c'est n'as clair. aucune Mais conscience des effets différés, tu sais pas ce que tu fais. même à la semaine, hein. Même à la semaine, je trouve que c'est. Oui. Moi, je l'ai pas forcément vécu, c'est clair, mais je trouve que c'est. Enfin, tu vois, moi, quand je vois que j'en sais rien, Can Porter ou David Zottir, ils mettent un WOD cool et que la semaine d'après, il sort, je me dis, putain, normalement, c'est quand même un truc qu'on va planifier. Allez, si tu fonctionnes en petit microcycle, tu vas dire sur un mois, alors que là, le gars, il est à moins d'une semaine. C'est. Donc, on est d'accord. Bah, non, en fait, si c'est pour ta box, ou même si tu le vends, moi, ça me pose un problème d'éthique, parce que je me dis, c'est un peu arnaquer les gens. Parce que les gens, ils s'imaginent ils font appel à toi parce qu'ils ont besoin d'une plus-value, et tu te fous un peu de leur gueule, parce qu'en gros, tu mets pas vraiment ta compétence à leur service. Tu mets juste 1 heure de ton temps à droite à gauche, tu fais un tableur, tu mets des trucs dedans et tu leur envoies. Et alors, il y a peut-être des gens à qui ça pose pas de problème. Moi, je trouve que c'est. Si tu l'as annoncé, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où les gens y payent parce qu'ils attendent un service de qualité, bah. Et encore une fois, faut pas généraliser parce que ça peut avoir sa place de temps en temps. C'est-à-dire que ça m'est arrivé, par exemple, et en suivi individuel et dans une box, d'avoir une idée de ce que je voulais faire X jours,
de voir quelque chose sur les réseaux sociaux ou ailleurs qui collait à ça, qui était très cohérent, on va dire, tiens, ça, pour le coup, ça colle avec ce que je voulais bosser là. Je vais peut-être le twister un petit peu, mais ça colle, donc je vais le mettre. Ok? Mais la démarche est l'inverse. C'est, j'ai pas vu un truc sexy et je vais le mettre et après je vais essayer de le justifier. C'est non. J'avais une idée en tête, il s'avère que ce truc-là colle, a l'air hyper fun et tout machin. Si en plus que ça colle, on peut avoir une dimension un peu sexy, tu vois, un petit peu, bon bah c'est cool, ils vont faire un truc dans lequel ils se reconnaissent, c'est le truc de Matt Fraser, de Willy George, machin, et en plus ça leur sert à quelque chose. Dans ce cas-là, génial, bien sûr, fais-le. Le coach, il va pas réinventer l'eau chaude à chaque fois, d'accord? S'il y a quelque chose qui fonctionne et qui a l'air super, très bien, fais-le. Simplement, encore une fois, sache pourquoi tu le fais. Et si la réponse est juste parce que je l'ai vu, non, pas suffisant. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, je pense que c'est une question de proportion, effectivement. Si c'est, voilà, une fois de temps en temps, parce que, comme tu dis, ça se justifie, pourquoi pas. Puis si tu te rends compte que la programmation, elle est basée là-dessus à l'année, bon, bah là, c'est pas la même chose, quoi. Du coup, il me reste une dernière question. C'est dommage parce que tu m'en as parlé tout à l'heure. Alors, je suis désolée, elle va être terriblement banale pour toi, peut-être, mais euh, à titre perso, qu'est-ce que tu retiendrais de ces 5 dernières années? En gros, quels enseignements t'ont le plus apporté, Wow. en ayant fait des erreurs ou pas d'ailleurs? Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et qu'est-ce que tu voudrais améliorer dans les 5 années à venir? Ah, franchement, c'est ultra dur comme question pour moi. Ouais, je J'ai sais, tendance je à. sais. Mais non, mais je regarde rarement derrière. Donc c'est pas de la fausse modestie, c'est vraiment, j'ai un peu de mal à faire un retour sur ah, ok, ça c'était cool, c'est pas cool. En Alors, je fait, vais pas te cacher que c'est une question qui est toujours très difficile. ah ouais, bah, cool. Et que les gens ils prennent souvent le parti de me dire que voilà qu'ils n'ont pas, enfin pas de mauvais souvenirs mais pas d'échecs forcément en tête puisque en gros ils ont rebondi à chaque fois et que du coup ils en gardent jamais de scénario catastrophe mais plutôt voilà une difficulté sur laquelle ils ont travaillé ou une situation délicate qu'ils ont corrigée et en fait du coup ça leur paraît plus à long terme avoir été des moments difficiles. Ouais, alors, en fait, je vais faire un truc un peu philosophie de comptoir, mais je pense que c'est vraiment ce que je ressens. Et ça vaut pour les 5 dernières années, ça vaut pour, j'espère, les 5, 10, 15, 30 prochaines. C'est que je pense qu'on est souvent limité par les barrières qui s'imposent. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est que les meilleures choses qui me sont arrivées, c'est des choses où je me suis dit, bon bah, pour des raisons X ou Y, je me dis que c'est pas possible, parce que personne ne le fait. Et en fin de compte, tu le fais, et tu t'aperçois que c'est tout à fait possible. Okay. Donc je sais que ça n'a pas trop de sens dit comme ça, et j'ai pas forcément envie de donner d'exemples, mais c'est vraiment ça. Donc ce serait peut-être de continuer à avoir un peu cette mentalité de dire tout est possible. Ok. Mais sur tous les plans, si tu veux, d'un point de vue développement de business, d'un point de vue plan de vie, tout est possible. C'est juste, tu sais, il y a le côté il n'y a pas de problème avec des solutions. En fait, je t'aperçois que c'est vrai. Et je pense que beaucoup de gens s'endorment un peu. Et je suis le premier coupable de temps en temps, tout le monde l'est. Mais en vrai, tout est possible. Et c'est pas parce que tout le monde fait quelque chose d'une certaine façon, ou plutôt ne fait pas certaines choses, que ça veut pas dire que tu peux pas le faire. Mm. Tout à fait d'accord avec toi. Et moi, c'est même une discussion limite un peu féministe que j'ai pu avoir la dernière fois avec une amie qui me disait quand tu es une femme et que tu grandis depuis toute petite avec des parents ou un environnement tu vois, socio-culturel où on te dit tu fais ce que tu as envie, tu fais le sport que tu as envie, tu fais les études que tu as envie, etc. Bah, ça fait des adultes qui se disent bah, moi, je peux tout faire, quoi. Je dis pas que ce sera facile, mais je dis que j'arriverai toujours à trouver le moyen ou la solution pour me Bien sûr. lancer dans ce qui me plaît, quoi. Et Non, au mais pire, ça, ça marchera c'est. pas, mais c'est pas grave, c'est la Ouais, racine. et puis c'est comprendre aussi que bah, la première personne qui pense à toi le matin, c'est toi, et la dernière personne qui pense à toi le soir, c'est toi. Et être égoïste, c'est pas un gros mot. Pas toujours. Parfois, c'est très bien. Et avoir cet amour propre de se dire, ok, ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire, et peu importe ce qu'on me dit, je le ferai, c'est bien parfois. Sans devenir débile, mais c'est bien. C'est une bonne chose. Après, faut accepter que faut avoir un peu la peau comme du cuir, et que dès que tu fais quelque chose, quel qu'il soit, tu feras jamais l'unanimité. C'est comme ça. C'est comme ça. Enfin, on va pas en parler 100 ans, mais je veux dire, moi, petit niveau avec mon petit compte Instagram et quelques posts de temps en temps, et 3000 pélos qui veulent bien écouter un peu ce que je dis et j'en suis très content. À ce niveau-là, si tu veux, je reçois de temps en temps des trucs de haters, etc. À ce niveau-là, déjà. J'imagine même pas les gens qui ont fait des trucs énormes, qui gèrent des centaines et des centaines de personnes, qui ont développé un business dans n'importe quelle branche, ce qu'ils doivent recevoir. Mais
enfin, je vais faire le mec hyper intellectuel, mais c'est une citation que j'adore. C'est une phrase de Churchill qui disait You'll never reach your destination if you keep throwing stones at every dog that barks. Donc, t'atteindras jamais ta destination si t'arrêtes pas de jeter des pierres à chaque chien qui aboie sur le côté. Et en fait, c'est vrai. C'est que si tu passes ton temps à t'arrêter à ça, et à ce que les gens en pensent, comment ils l'auraient fait, etc., tu vas pas super loin, tu vois. Non, mais je suis complètement d'accord et tu vois pour le coup, parce que c'est aussi une question qu'on m'a souvent posée, comment faire pour se sentir bien dans son corps quand on a un physique de sportive ou quand les gens ils comprennent pas ton activité, qui sont parfois un peu durs ou moi alors, encore une fois hein, c'est très aussi psychose comptoir mais moi le parti pris que j'ai c'est de me dire que la façon dont les gens communiquent avec toi, ça en dit toujours beaucoup plus sur eux que sur toi. C'est-à-dire que moi, si demain j'envoie un message à quelqu'un pour lui dire c'est super ce que tu fais, c'est super intéressant, j'adore écouter, je lui envoie des bonnes ondes et ça montre aussi non seulement mon intérêt pour son travail, mais mon intérêt au sens large pour une activité X ou Y, tu vois, ça montre un truc intellectuel intéressant. À l'inverse, si je prends le temps d'envoyer un message d'insulte à quelqu'un pour lui dire t'as un gros cul, ce que ça dit sur moi, c'est que j'étais pas très occupée dans ma journée et que surtout, j'ai tellement rien à dire que je suis obligée d'attaquer les gens sur leur physique. Il y a un truc hyper simple de toute façon à voir dans ces cas-là qui termine le débat, c'est que les personnes qui t'envoient des choses négatives sont jamais les gens qui ont du succès. Jamais. 100% du temps, c'est quelqu'un qui a rien d'autre à faire déjà. Quelqu'un qui a quelque chose à faire, qui a un objectif, bref, qui sait ce que c'est de galérer un petit peu pour monter quelque chose et qui a des conditions. Déjà, il a ce respect de voir que tu es en train de faire quelque chose, et de deux, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de faire ça. Okay, donc, les gens bienveillants, c'est toujours les mêmes, c'est ceux qui y arrivent. Et les gens, les haters, qu'on appelle ça, c'est toujours les mêmes, c'est des gens qui ont rien d'autre à foutre. Et pardon, ils ne développent jamais quelque chose de concret. Sauf s'ils switchent de mentalité à un moment ou à un autre. Mais comme tu l'as dit, hein, ça en dit beaucoup plus sur toi que sur l'autre. Donc, enfin, sur l'autre que sur toi. Donc, il y a un moment, quand toi t'envoies un message positif, toi, Cyrielle, c'est pas étonnant. C'est que t'es en train de monter quelque chose, tu vois ce que ça fait, t'es bourré de bienveillance, et tu comprends ce que c'est chez l'autre. Tout simplement. Ce serait incohérent au possible. Non, mais c'est clair. Et puis c'est un vrai cycle. Hein. Tu vois, moi, je reçois des fois justement sur le podcast et j'ai cette chance des messages qui me font très plaisir. Donc déjà, ça me regonfle la bloc. Et puis tu vois, moi, à titre perso, si je décorrèle de mon travail, ça m'a aussi vachement sensibilisée. Mais j'ai la chance d'avoir ça aussi, moi, dans mon travail à l'extérieur. De dire au maximum aux gens quand ils font un truc et que je trouve ça cool. Alors pas pour faire un peu de lèche-botte, mais des fois, c'est vrai, j'ai des potes qui font des trucs et je me dis, je suis admirative parce que je sais pas le faire, ou putain, j'aimerais bien faire ce qu'ils font, c'est stylé, tu vois. Et j'ai essayé de prendre ce réflexe de plus le dire, parce que je trouve que c'est pareil, hein, c'est encore un peu cucu peut-être, mais tu sais jamais dans quel état psychologique se trouve l'autre personne, et tu sais jamais à quel point parfois une petite remarque positive, elle peut avoir un impact important sur la journée ou sur la période que traverse l'autre personne. Et je trouve qu'en gros, voilà, un truc encourageant, un truc positif, mais ça se transfère aussi dans le coaching sur un mec que tu coaches dans ta box, par exemple, sur le cours de 17, tu vois, le mec, tu vas lui dire un truc cool, peut-être qu'il a passé une journée de merde, Ça sera le highlight. et que voilà, ouais, t'es son rayon de soleil pendant 10 secondes, et quand toi t'en as besoin et que t'en as, t'es vachement reconnaissant, et je trouve qu'il faut savoir le rendre aussi. Je trouve que c'est important. Je suis un peu plus d'accord. Je vais écrire un livre. Ou alors je vais me lancer dans les posts Instagram avec des grosses citations comme ça. Ne fais pas ça. C'est bien ça. Avec une photo qui n'a rien à voir. Avec des photos de gâteaux, parce que forcément la bouffe ça marche bien aussi. Hein. Allez, 17h demain, on fait un live banana bread. Écoute, je suis ravie en tout cas d'avoir pu échanger avec toi là-dessus, sur un peu tout ça. Je comprends qu'effectivement à préparer ça devait être un petit peu la galère parce que ce sont des sujets qui se touchent et qui en même temps... Alors pour rien te cacher, j'ai pas préparé puisque j'ai commencé et je me suis dit en fait je pense que je fonctionnerais mieux si, comme ça. Non mais c'est mieux de le faire live. Enfin, j'essaie d'envoyer toujours un petit peu, pas forcément pour que les gens potassent, mais pour qu'ils sachent un petit peu à quoi s'attendre. Et je sais que par retour d'expérience, on m'a souvent dit, c'est pas que j'ai pas préparé, c'est qu'à l'inverse, en y réfléchissant après, je me suis dit putain, j'aurais dû dire ça, voilà, c'est ça. J'ai oublié. Donc c'est juste pour éviter ça, c'est pour que les gens puissent vraiment échanger sur un maximum de trucs. Après, l'idée, c'est pas de lire des fiches, donc effectivement, c'est juste pour poser le cadre, quoi. Ouais, non, mais c'était pas le cas du coup.
Voilà, bon bah c'est cool. Bon bah écoute, je te remercie. J'étais vraiment très contente. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser peut-être sur d'autres sujets aussi, parce que finalement, Bah, on écoute, a avec encore plaisir. beaucoup de choses qu'on pourrait aborder par la suite. Ouais. Et puis bah voilà, écoute, je te souhaite une bonne journée. Merci à toi, c'était un plaisir. Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.